Monsieur Vestiaire en haut, donc tout est beau. Bonsoir. Désolée pour les petits arrangements techniques. C'est très technique ce soir, parce que non seulement on a notre 5e expert invité par Skype du Japon, dans un aéroport parce qu'il y a un retard, donc il est coincé à faire la connexion dans l'aéroport. En plus, on a un Facebook Live, mais on a aussi des vraies personnes qui sont assises là. Donc, merci d'être venu. Je me présente Sophie Malavoie, directrice du Cœur des Sciences. Alors, ce soir, on a un débat, vous le savez, sur l'effet placebo. Moi, personnellement, c'est un sujet qui me fascine depuis des décennies. Et c'est sûr que l'effet, il ne fait plus de doute. On sait que ça fonctionne, ça a même des effets physiologiques et biologiques, on va en parler. Donc la question un peu naturelle, on voulait pas juste faire un débat sur l'effet placebo, mais la question qui se pose, c'est si ça marche, est-ce qu'on devrait l'utiliser en médecine? Est-ce qu'on devrait soigner les gens avec l'effet placebo? Donc, on va se poser cette question, bien sûr, en rappelant avant, dans une première partie, un petit peu c'est quoi l'effet placebo et vous donner énormément d'informations sur tout ce qui vient avec. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Mais avant, je veux remercier les fonds de recherche du Québec, qui sont nos partenaires pour le débat de ce soir. Donc, je les remercie de leur collaboration et de leur soutien aussi même pour développer le contenu. Donc, dans un premier temps, allons dans le rappel. Alors, je commence avec Pierre Rainville, qui est professeur au département de stomatologie de l'Université de Montréal, et il est directeur du laboratoire de recherche en neuropsychophysiologie sur la douleur. Il est très connu aussi pour travailler sur l'effet placebo. Donc, Monsieur Rainville, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les grandes lignes, rapidement? C'est quoi les effets physiologiques, biologiques? C'est quoi l'effet placebo, en quelques mots? Un, deux. Oui, vous m'entendez? C'est bon? Rapidement, non. En 2 mots, je pense que peut-être la première distinction à faire, c'est le traitement placebo versus l'effet placebo. Alors, à votre question de l'effet. On commence par l'effet. Donc, l'effet placebo, est-ce qu'on devrait l'utiliser en médecine? L'effet placebo est déjà utilisé en médecine parce qu'il est vraisemblablement associé à toute une panoplie de traitements qui ont un effet démontré au-delà du placebo, mais l'effet placebo va contribuer à l'amélioration de certains symptômes, en plus de l'effet pharmacologique, par exemple, du traitement. Donc, l'effet placebo, c'est pas quelque chose de différent, c'est quelque chose qui s'ajoute ou qui se combine à des effets de traitement déjà prouvés ou des traitements dont on connaît pas les effets physiologiques. Sur le plan physiologique, donc l'effet placebo, si on donne un traitement placebo pour qu'on obtienne un effet, donc vraisemblablement, c'est l'effet placebo qui est en jeu de façon isolée. Et dans ce cas-là, on sait qu'il y a des mécanismes neurochimiques qui sont en jeu pour déclencher les bénéfices observés pour certains symptômes. On sait que certaines régions du cerveau qui sont impliquées dans les attentes de soulagement vont être aussi impliquées dans la production de ces effets-là positifs. Et on pourra peut-être parler plus tard des limites aussi de l'effet placebo. Mais sur le plan physiologique, sur le plan neurochimique, il y a assurément des mécanismes bien démontrés qui expliquent comment nos attentes d'un soulagement peuvent produire des bénéfices réels sur nos symptômes. C'est ça, c'est qu'il y a vraiment littéralement sécrétion de neurotransmetteurs, de neuromédiateurs comme la dopamine, de l'endorphine. Donc littéralement, notre corps se met à produire et à sécréter ces substances. Absolument. En fait, vous pouvez même prendre ça dans une perspective très large. Notre état psychologique a une influence ou est influencé, donc ça dépend de la causalité que vous voulez attribuer, la priorité que vous voulez accorder au physiologique ou au psychologique dans le mécanisme causal. Mais les états psychologiques sont associés à des états physiologiques du cerveau. Et donc, quand on induit une attente positive d'optimisme et d'anticipation de soulagement, évidemment, ça se traduit par des changements sur le plan physiologique, neurochimique, par exemple, dans le contexte de l'analgésie, par la libération d'endorphines, la morphine que le cerveau sécrète. Et donc, la libération de morphine dans notre cerveau, par cette attente-là d'un effet bénéfique, va produire des effets analgésiques. Merci beaucoup. Je vais maintenant poser une question à Serge Marchand, qui est directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec Santé. Et il est aussi spécialiste de la douleur. On a les amis ensemble, mais c'est pas un hasard, c'est pas les 2 hommes et les 2 femmes de chaque côté. Mais il était auparavant professeur au département de médecine des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke. Donc, Monsieur Marchand, justement pour continuer à faire le portrait un peu de l'effet placebo,
Pour quel problème ça marche le mieux? Est-ce que ça marche pour toutes les maladies ou est-ce qu'il y en a qui sont particulièrement sensibles à cet effet-là? En fait, je ne pense pas qu'on puisse dire est-ce qu'il y a un problème pour lequel ça marche le mieux. C'est sûr que pour certaines problématiques où les attentes peuvent être très élevées, je vais vous donner un exemple. Je pense que tout le monde dans la salle ici a déjà répondu à un placebo. Moi, je suis assez certain de ça. Puis il y en a certains d'entre vous qui allaient vous dire, c'est peut-être pas vrai. Moi, je suis assez convaincu. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez déjà eu mal à la tête une fois, soit que vous avez pris de l'alcool le soir d'avant. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai entendu dire que ça peut être très désagréable. Imaginons, il y a eu quelque chose, vous avez mal à la tête le lendemain, vous prenez un comprimé, indépendamment de celui que vous prenez, vous l'avalez avec le verre d'eau. La plupart du temps, les effets sont commencés avant même que la pilule soit descendue. C'est-à-dire, la plupart des gens vont avaler l'eau, vont dire, ah, mon Dieu, ça fait du bien au bout de 5 minutes, 10 minutes, quand on sait finalement que ça prend plus de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que simplement, votre cerveau a reconnu le geste. Hein? Vous avez été conditionné. Quand on prend une pilule, on l'avale avec un verre d'eau, on sait qu'on a pris un traitement parce qu'on l'a déjà fait avant. Et vous avez des attentes. Vous avez dit, ah, ça va me faire du bien parce que j'ai vraiment mal à la tête. Alors, ces deux conditions-là, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles reproduisent d'une certaine façon, ou elles commencent à reproduire l'effet réel du médicament. Et pour moi, le chercheur qui a fait ça le mieux, qui a le mieux étudié ça, c'est Damasio. Pas Damasio, mais c'est-à-dire Benedetti. Et Benedetti et ensuite même une de ses étudiantes qui est maintenant devenue une grande chercheure dans le domaine, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont bloqué, comme tu disais, cet effet-là. Alors, on peut pharmacologiquement empêcher le placebo de marcher. Alors, quand on est capable de faire ça, est-ce qu'on se pose la question, est-ce que l'effet existe réellement? Bien, c'est assez évident, on peut le bloquer. Donc, je pense que l'effet placebo, c'est un effet bien réel. Maintenant, c'est pas une panacée. Hein? On ne va pas guérir. Quand vous dites sur quoi ça fonctionne, bien, si j'ai une jambe cassée, puis vous me dites, je vais te donner une pilule placebo, elle va se réparer, bien, je vais peut-être accélérer, je vais peut-être avoir quelque chose dans mon corps, mais je vais avoir la jambe cassée. Là. Elle ne va pas se réparer. Je ne vais pas guérir d'un cancer spontanément. Là. Donc, il y a sûrement des choses dans lesquelles on a moins d'effets. Je ne pourrais pas vous dire lesquelles exactement. Donc, ça, c'est limite, comme disait Pierre. Puis, je pense que c'est important de savoir. Mais est-ce que ça existe vraiment, puis est-ce qu'on devrait l'utiliser? La réponse est oui. Sauf que, est-ce qu'on a besoin, moi ça c'est mon opinion, là, après on pourra débattre, est-ce qu'on a besoin d'utiliser un placebo? Absolument pas. On en utilise un chaque fois qu'on donne un traitement. Donc, si on vous prescrit un vrai traitement, bien, il est attaché avec un effet placebo plus ou moins grand, dépendamment de ce qu'on va vous avoir dit, et puis on demandera à la clinicienne ici comment réagir à ça. Donc, mais il va y avoir quelque chose à ce niveau-là. Donc, pour moi, sur le plan physiologique, on peut l'enregistrer. D'ailleurs, on fait toutes sortes d'électrophysiologie. Pierre et moi, on fait de la recherche en labo, et on peut enregistrer les effets du placebo. Justement, pour continuer sur l'idée de... vous dites tout le monde réagit, on lit des fois dans les littératures, c'est 30%, on lit toutes sortes de choses, on lit que les enfants réagissent plus que d'autres. Alors j'ai envie de m'adresser à Sylvie Lafrenet, qui est pédiatre intensiviste au centre hospitalier de l'université de Sherbrooke et qui est professeure à la faculté de médecine et des sciences de la santé à l'université de Sherbrooke. Donc justement, est-ce que vous, selon votre expérience, est-ce que tout le monde réagit? Est-ce que c'est vrai que les enfants réagissent particulièrement fortement au placebo? Je vais essayer d'y aller dans l'ordre. Une des choses à quoi réagit l'effet placebo, il faut savoir que l'effet placebo ne fait que calmer un symptôme. Je ne pense pas qu'on a déjà démontré que l'effet placebo guérissait une maladie. Peut-être le rhume, mais c'est autorésolutif, on n'en parle pas vraiment. Mais est-ce que ça traite une maladie, c'est-à-dire traiter le cancer, l'insuffisance rénale ou l'insuffisance cardiaque? Je ne pense pas. Ça traite les symptômes. Donc, en ce sens, est-ce que je peux, moi, te donner quelque chose qui va aider tes symptômes? Certes. Je suis d'accord avec Serge, malheureusement, ce ne sera pas un gros débat, que le gros de l'effet placebo est pour moi du pur relationnel. Parce qu'un placebo tout nu, s'il n'y a pas personne qui te l'offre, ça ne sert pas à grand-chose. Exemple, j'ai un ordinateur qui t'invite, qui te dit « Prends une des pilules, je te rappelle, dans 3 mois. » Pas sûr que vous allez avoir un effet placebo. Mais si tu fais partie d'une étude, parce que les effets placebo sont, entre autres, pour les pharmaceutiques, hein, est-ce que mon médicament est meilleur qu'un autre? Alors, tu viens, je vais te voir aux 2 semaines, il y a une gentille infirmière qui va t'appeler aux 2 semaines, qui va prendre ta pression, qui va te demander si ça va mieux, as-tu des effets secondaires? Tu vas t'être examiné comme jamais tu l'as fait à tous les jours pour remplir. C'est sûr que tu vas mieux. Hey, quelqu'un s'occupe de moi, puis personne ne s'occupait de moi le mois passé. C'est sûr que l'effet placebo est là, mais c'est du pur relationnel. Et comment, au point de vue neurochimique, déclenche-t-on du
relationnel, ben, il faut voir que si on le déclenche, parce qu'on l'a déjà. C'est pas rien de nouveau. Voilà. Merci beaucoup. Puis c'est fantastique parce que ça fait vraiment le lien avec vous, Samuel, vous nous entendez toujours? Oui, Alors Samuel Vessière, il est anthropologue et professeur associé à la division de psychiatrie sociale et transculturelle du département de psychiatrie de l'Université McGill. Il travaille entre autres dans le laboratoire d'Amiraz qui travaille énormément sur l'effet placebo. Et c'est intéressant parce que justement le relationnel, on est vraiment là-dedans avec vous. Et vous voyez ça comment l'effet placebo? Le pouvoir de suggestion, le neuro-enchantement, comme vous avez déjà écrit des articles là-dessus, vous le voyez comment le pouvoir du placebo? Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui, ça marche. Oui, alors pour moi, je pense qu'il n'y a pas qu'un seul effet placebo, il faut parler d'effet placebo au pluriel. Parce que, si vous voulez, les effets ou les circuits neuronaux qui vont être recrutés vont varier physiologiquement selon la nature de la suggestion, de la maladie et du contexte. Donc, dans un contexte généralisé, pour moi, l'effet placebo, c'est une amélioration de symptômes ou un phénomène de guérison qui s'attribue une rencontre thérapeutique, donc ce relationnel, avec tout son contexte rituel, son contexte symbolique et interpersonnel. Et moi, en tant qu'anthropologue, c'est ça que j'aime bien étudier. Puis après, pour moi, il y a toute une écologie d'indices, d'accessoires, de costumes, de régimes de pouvoir et de savoir qui modulent les attentes et les automatismes de guérison. Mais justement, vous saviez, juste pour enchaîner, je sais que j'ai lu dans des articles que vous avez publiés, ce que je trouvais assez intéressant, c'est que ça prend d'avoir des croyances collectives, l'importance du prestige, de croire que le médecin ait un certain prestige pour qu'on puisse le croire, dans le relationnel, justement, les facteurs plus sociaux ou anthropologiques. Oui, oui, tout à fait. Vous m'entendez toujours? Oui, ça marche toujours. Oui, alors déjà pour moi, croyance collective, c'est un pléonasme. Mais pour qu'il existe une croyance, on a besoin d'un groupe qui va valider cette croyance. Et pour que l'effet placebo ou de la suggestion marche, il faut croire profondément, c'est-à-dire croire sans passer par la pensée rationnelle. Et il faut se rendre donc à une autorité supérieure, ou ce que j'appelle une autorité épistémique. Alors dans un contexte anthropologiste plus général, on peut remarquer qu'il existe dans toutes les sociétés une classe d'experts en matière de santé, de sciences, de métaphysique et de substances invisibles qui régulent les mystères de l'univers, de la causalité et de la santé. Donc, et puis, cette classe d'experts, souvent, vont être initiés à partir de rites très, très compliqués, très longs, et puis ils vont parler un langage ésotérique, justement, pour valider cette connaissance de leur substance. Et ces personnes-là, ça peut être des chamans ou alors des prêtres. Et puis, dans un autre contexte culturel, ça peut aussi être des médecins ou des neuroscientifiques. Et puis après, il y a aussi contexte physique même dans lequel le relationnel a lieu, donc le lieu de rencontre thérapeutique, donc ça pourrait être, je sais pas moi, au fond d'une grotte ou en haut d'une montagne, ou alors ça pourrait être un hôtel ou une église, ou alors, comme dans le contexte de nos propres recherches, une salle d'IRM dans un hôpital neurologique, qui représente donc ce lieu marqué de pouvoir symbolique très très fort. Ça, on va revenir d'ailleurs sur cette expérience avec le faux scanner, la mise en scène et le pouvoir de suggestion. On va revenir là-dessus parce que c'est vraiment c'est fascinant. Moi, j'ai trouvé ça fascinant. Maintenant, j'enchaîne avec Louise, Annie Descoteaux plutôt, qui est gestionnaire de projet, volet patient partenaire à la direction collaboration et partenariat, c'est long, de la faculté de médecine de l'Université de Montréal. En gros, vous travaillez justement avec des patients pour qu'ils puissent partager un peu leur expertise, leur savoir, leur parcours de soins et qu'ils puissent partager ça avec des thérapeutes. Donc, pour vous, justement, l'importance du relationnel et la relation patient-thérapeute, c'est un peu au cœur du placebo. Votre vision, c'est quoi? Oui, effectivement, j'abonde tout à fait dans le même sens que Dr Lafrenet, dans le sens que la relation prend une place absolument grandiose dans le traitement, surtout dans le traitement à long terme de maladies chroniques, par exemple, où on est appelé fréquemment à aller à l'hôpital, entrer en chirurgie, voir beaucoup de professionnels de la santé de différentes professions. Chacune des relations devient très importante et très, justement, cet effet-là peut être nuisible ou positif. Donc, la relation a joué, entre autres, pour ma part, un très, très grand rôle comme soignante auprès de ma fille. Ça fait 17 ans que je l'accompagne. Et le pouvoir de la relation fait en sorte que je peux mettre en place le contexte qui est nécessaire pour que ma fille puisse évoluer aussi normalement que possible selon les soins et les traitements qui lui sont donnés. La bonne relation qui existe, en fait, va faire en sorte que, oui, il y a une meilleure adhérence aux médicaments, que, oui, on va se présenter à tous les rendez-vous médicaux,
Et il y a cette confiance-là j'ai confiance que mon équipe médicale comprend bien la problématique et donc j'adhère à ce qui va m'être proposé et qui va peut-être être, comme on disait, enjolivé ou qui va être proposé de façon plus propice à ce que le médicament fasse effet. Donc la relation est très importante. Merci. Il y a beaucoup de portes d'ouvertes, mais peut-être, je vais en saisir une autre, juste continuer encore dans le portrait de l'effet placebo, parce que ce que je trouve fascinant, c'est que ça dépend bien sûr de la relation, mais il y a plein de petits facteurs. Par exemple, est-ce qu'il y a un effet sur la forme de la pilule ou sur la forme du traitement? Est-ce que vous pourriez dire quelqu'un veut répondre là-dessus? Moi, je peux vous donner déjà, je peux vous dire que c'est assez impressionnant, en fait. L'effet de... En fait, comme vous disiez, le côté relationnel, le côté des attentes est très important. Alors, si vous me donnez une pilule placebo qui ressemble à ce que je peux acheter à la pharmacie moi-même, c'est beaucoup moins puissant que si ça semble être quelque chose qui doit être prescrit. Si j'en prends 2 au lieu d'1, c'est plus puissant aussi. Si c'est une injection, c'est encore... Et ça a été démontré scientifiquement là, par des études où c'était quand même assez bien contrôlé. Si c'est une injection, c'est mieux. Et moi, j'ai travaillé avec des patients qui avaient des électrodes au niveau du cerveau. Alors, qui ont des électrodes dans leur thalamus, qui est un noyau en plein centre du cerveau et qui se donnent des stimulations pour s'enlever des douleurs terribles. Et c'est un effet, je vous dirais, sur le plan physiologique documenté. On a fait des scans et tout ça. Mais j'ai fait du placebo avec eux parce qu'on voulait voir l'effet de la vraie stimulation versus la fausse. Je peux vous dire, c'est acheté sur le derrière. Parce que je me souviens de certains patients qui me disaient « Ah oui, j'ai une paresthésie, c'est-à-dire une sensation de la stimulation très forte et ma douleur réduit de façon dramatique. » Alors, la réaction du neurochirurgien, c'était de dire « Donc, ça veut dire que j'aurais pu ne pas installer d'électrode, j'aurais pu le mettre dans le lobe de l'oreille, ça aurait donné la même chose. » Et la réponse, c'est absolument pas. C'est faut avoir eu un vrai, à mon avis, c'est faut avoir vu un effet réel et après, ça crée des attentes, il y a une circuiterie qui s'installe et à chaque fois que je pense que je démarre le stimulateur, j'ai à peu près le même effet. Mais imaginez-vous la puissance de cet effet placebo-là. J'ai une électrode dans mon cerveau. Alors, je pense que tout ce côté-là, si vous voulez, relationnel est important, mais je vais me faire un petit peu l'antagoniste. Moi, je pense que le relationnel n'est pas nécessaire, n'est pas complètement nécessaire. Si le robot ou l'ordinateur me dit, voici la pilule, et que moi, je me dis, oh, ça a été fait avec du big data, c'est de l'intelligence artificielle, je suis certain qu'il a choisi le meilleur médicament pour moi, bien, ça va fonctionner. Alors, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un qui me le donne. J'ai juste besoin d'être convaincu, moi, que ce qui se passe là, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Alors, oui, le côté relationnel, dans la plupart des cas, c'est celui-là qui l'amène, mais à mon avis, il n'est pas obligatoire. En fait, d'être convaincu, d'avoir foi. Donc, Samuel, vous voulez réagir là-dessus? Parce que... Ou Pierre? Est-ce que je peux? Oui, bien sûr. Tout le monde peut réagir. Qui commence? Commencez, Samuel, et après, puis après, on va lui donner. Commencez. D'accord. Donc, je pense que c'est intéressant de noter que, effectivement, l'effet d'élaboration semble être le plus important. Donc, plus la procédure est élaborée, mieux ça va marcher. Et comme le disait Serge, si c'est un robot qui nous donne une pilule, le contexte relationnel n'est pas apparent. Et moi, en tant qu'anthropologue, je pourrais montrer que, si vous voulez, dans la construction de la croyance, les attentes qu'on a par rapport aux attentes que les autres ont aussi, il y a quand même un côté relationnel. Parce que sinon, si on nous apporte quelque chose dont on n'a jamais entendu parler, ça ne va pas marcher. Parce que là, on va investir trop de pensée critique en se disant « qu'est-ce que c'est ?» Donc moi, je dirais, pour revenir vite fait, il y a le facteur d'élaboration qui est très important, le facteur relationnel, il est toujours là, et après, il y a le facteur aussi motivationnel, je pense, qu'il faut parler. Donc je pense que plus une procédure est coûteuse, plus elle demande un investissement, plus elle est difficile, plus on va attendre, mieux elle va marcher parce que justement, il y a ce facteur de motivation qui est important. Madame Lafrenet? Tu as quand même été en relation avec un paquet d'autres chercheurs parce que tu les as crus. Donc, tu n'as pas été toute seule là. Tu es en relation avec des chercheurs que tu as cru, la croyance scientifique. Mais je voudrais rajouter quelque chose par rapport aux symptômes puis la maladie. Faut savoir qu'à notre ère actuelle, la technologie est très vantée, et particulièrement la technologie médicale. Et il y a un paquet de choses qui, à l'heure actuelle, est surmédicalisé. Avant, on avait le droit d'être mélancolique, on avait le droit d'être triste, on avait le droit d'avoir des problèmes à moins manger, on avait le droit d'avoir des problèmes de libido, ça existait. Maintenant, tout est médical. Tu as de la misère à l'école, c'est médical. Tu as de la misère à dormir, c'est médical. Tu as de la misère à avoir du fun, c'est médical. Mais c'est pas vrai. Tout peut pas être médical. J'ai beau être médecin, tout peut pas être médical. Mais comme on a médicalisé, ce ne sont que des symptômes d'un vécu. Ce sur quoi le placebo fonctionne franchement très bien.
Pierre, vous vouliez ajouter quelque chose? Ben, en fait, j'abonderais dans le sens de Samuel puis en fait, vous avez confirmé aussi cette perspective-là très, très large de la connaissance qui s'inscrit évidemment dans un contexte culturel et donc qui est lié au relationnel. Assurément. Mais dans un contexte d'interaction médicale traditionnelle, en fait, disons occidentale, où il y a un rapport avec un soignant. Bien entendu, le rapport avec le soignant va contribuer à l'effet placebo, mais il y a beaucoup de contextes où on n'est pas en rapport direct avec une autre personne physiquement présente. Évidemment, on a cette représentation-là en nous, mais je pense que le point que Serge faisait, c'est que la présence physique d'un interlocuteur dans le cadre de la prescription, de la prise de traitement n'est pas indispensable à l'effet placebo. Le facteur déterminant dans un contexte de recherche qui est très, très bien démontré, c'est soit un effet de conditionnement, donc ce que Serge décrivait tout à l'heure, où on a posé un geste thérapeutique de façon répétée, par exemple, aller chercher un comprimé pour soulager une migraine que l'on a de façon répétitive, récurrente depuis plusieurs années, et on sait que le traitement va avoir un effet bénéfique. Cet effet bénéfique-là survient avant même que le traitement, que la substance chimique a été absorbée. Donc, dans ce cas-là, bien entendu, le traitement a été prescrit dans un contexte avec tout un bagage de croyances qui s'y rattache, mais l'effet n'est pas observé de façon intime avec une présence ou un contexte relationnel direct. L'autre mécanisme par lequel ça fonctionne, c'est par les attentes. Donc, dans ce contexte-là, ce que Serge décrit, c'est pas nécessaire d'avoir même des attentes. Simplement faire le geste ou être exposé au rituel thérapeutique est suffisant pour produire un effet. L'effet des attentes, lui, est intimement dépendant de l'expérience subjective du patient de la personne qui va avoir, donc qui va générer des attentes. Et là, encore une fois, les attentes sont d'autant plus grandes que le traitement qui est proposé est cohérent avec le système de croyance du patient. Donc, dans un contexte relationnel ou pas, c'est l'arrimage entre les attentes, entre ce qui est proposé et le bagage ou les croyances du patient qui vont faire que l'arrimage va être plus ou moins bon. Et c'est ça, d'après moi, qui est le facteur le plus important pour déterminer s'il va y avoir un effet placebo ou pas, ou si l'effet placebo va contribuer à l'efficacité thérapeutique. Samuel, j'ai envie de vous demander, parce que bon, il se trouve que j'ai lu et j'ai vu le vidéo sur l'expérience que vous avez faite avec le faux scanner. Est-ce que vous pourriez en parler un petit peu, parce qu'il y a toute la mise en scène que vous avez faite pour renforcer l'attente ou la suggestion de... Est-ce que vous pourriez en parler rapidement? Oui, bien sûr. Et tout d'abord, juste pour dire que je suis vraiment très d'accord avec Pierre, c'est très judicieux de parler des mécanismes d'attente comme étant centraux dans l'effet placebo. Donc, oui, j'ai bien aimé les commentaires sur la médicalisation aussi, parce que justement, je trouve que maintenant, on est à un moment historique avec un système de croyance qui est tellement fort, qui peut vraiment moduler les attentes implicites des patients, et puis les automatismes aussi qu'on essaie de viser par les effets placebo. Donc, en gros, nous, ce qu'on fait, on utilise une machine IRM qui est désactivée, et on dit à des enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux, comme le TDAH par exemple, on leur dit que la machine, qui est une suggestion, va les aider à aider leur propre cerveau à guérir. Et on a eu des résultats vraiment surprenants, très bons, dans notre petite étude pilote. Alors, ce qui est intéressant pour nous, c'est justement d'utiliser non seulement l'idée de la médicalisation et de la technologisation de la santé, mais aussi l'idée du cerveau, vraiment, qui est un moment culturel assez intéressant. Par exemple, les enfants nous disent souvent, on entend les enfants de 6 ans qui nous disent « Ah, mon cerveau ne me laisse pas me concentrer ». Alors là, l'enfant, il nous parle d'une agenticité externe qui est autre que ce moi conscient. Dans un autre contexte, on pourrait imaginer dire « Ah, les esprits ou les ancêtres ne me laissent pas me concentrer ». Donc là, on a vraiment essayé, dans notre étude, de rassembler ce qu'on connaît des facteurs psychosociaux, écologiques, culturels et symboliques qui modulent les attentes de guérison, et on essaye vraiment de faire une curation, si vous voulez, de tous ces effets-là, en passant par la culture du cerveau. Et on travaille donc avec des enfants avec des troubles de neurodéveloppement. Donc peut-être plus tard, si on revient à la question de quelles sont les conditions pour lesquelles l'effet placebo serait peut-être le plus judicieux, j'espère qu'on pourra reparler des conditions chroniques, des troubles comme la dépression aussi, et des troubles neurodéveloppementaux.
Oui, vous pouvez continuer, Serge, bien sûr. Moi, je trouve ça très intéressant, ce qui a été amené. Je me souviens d'une étude qu'on a faite il y a très, très longtemps, en fait, il y a 100 ans, je pense, ou quelque chose comme ça, où j'étais à mes débuts là, comme chercheur, et puis... Et une des choses qu'on a décidé de faire, parce que la littérature disait l'effet placebo fonctionne mieux pour une douleur clinique, parce que les attentes sont beaucoup plus élevées, le désir de s'améliorer, de guérir va mieux, est très important. Tandis que sur la douleur expérimentale, ben, on produit une douleur et la personne peut retirer la main. Hein, donc, alors tout le monde disait oui, ça va de soi, mais il n'y avait aucune étude où les deux avaient été faits chez le même sujet. Alors chez un patient. Alors on a décidé de le faire et effectivement, c'était quand on regardait l'effet de l'injection de salin, où on disait aux gens que c'était un puissant analgésique, avait plus d'effet sur la douleur qui était des lombalgies chroniques que ça en avait sur la douleur expérimentale. Mais c'est pas ça qui m'a étonné. Ce qui m'a étonné le plus, c'est que on avait vraiment fait l'étude en vérifiant avec un comité d'éthique. C'était un peu complexe. Hein? On ne disait pas aux patients qu'on donnait du salin. On leur disait pas que c'était même possible. On leur disait qu'on donnait un analgésique. Je pense qu'aujourd'hui, ça passerait plus très bien. Mais à l'époque, ça avait bien passé. Et quand on l'a fait, on a des patients qui sont venus voir, qui nous ont téléphoné 2 jours plus tard pour dire « Moi, ça y est, ça va, j'ai plus mal. Je ne sais pas ce que vous m'avez donné, mais maintenant, ça va bien. 1 semaine plus tard, c'est fini. Ça fait 10 ans que j'ai mal. » Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? On leur dit non, vous avez eu un placebo. Alors, ce qu'on a essayé de faire, on a essayé d'approcher avec eux en leur disant, vous savez, c'est très puissant, et ainsi de suite. Mais ce qu'on a réalisé, pourquoi les gens guérissent de ce type de choses-là? Ben, c'est pas qu'ils guérissent, c'est que le fait que j'ai moins mal, je me remets à bouger, ça fait partie du processus de guérison. Alors, j'ai confiance, je me remets à bouger. Alors, est-ce qu'on peut, le placebo peut vous mener vers la guérison? C'est possible. Et un bel exemple que j'ai aussi, c'est avec les souris. Alors, est-ce qu'on peut avoir un effet placebo chez l'animal? Est-ce que c'est possible? Par conditionnement, oui. Il y a une très belle étude où ils ont pris des rats, ils ont fait une petite, ils les ont anesthésiés, ils ont fait une lésion sur la cuisse, ils ont mesuré le système immunitaire. Donc, ils savaient qu'il y a une augmentation. C'est normal, il y a une blessure, le système immunitaire augmente en périphérie. Ils ont mis un diachylon, donc ils ont mis un plaster sur la jambe. Ils ont repris les animaux 2 semaines, 3 semaines plus tard, ils les ont anesthésiés à nouveau, ils ont remis un plaster, donc pas de blessure. Et devinez quoi? Le système immunitaire a augmenté. Alors, le fait d'augmenter l'efficacité de votre système immunitaire, est-ce que ça peut vous aider à guérir de certaines choses? La réponse est oui. Alors, finalement, de dire que le placebo ne peut jamais aider à guérir, je pense que c'est pas vrai. Maintenant, est-ce que c'est une panacée? Est-ce qu'on devrait se dire, on peut donner une pilule de sucre aux gens puis ils vont guérir de toutes sortes de choses? Je pense pas. Mais est-ce que ça fait partie du processus de guérison? Ben absolument. En fait, ça vous arrive à chaque fois que vous avez un traitement, je pense. Mais d'ailleurs, parce qu'on parle de Parkinson aussi pour l'effet placebo, que ça augmente les taux de dopamine. Donc, est-ce qu'il y a une forme de guérison dans ce cas-là ou de compensation ou c'est pas vraiment, c'est un traitement des symptômes, en fait, là. Ben, en fait, dans le Parkinson, je ne pourrais pas dire qu'ils étaient guéris, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand on mesure la dopamine, c'est pas moi, là, c'est une autre équipe, là, mais quand l'équipe mesurait la dopamine dans le cerveau, elle est réellement augmentée. Alors, si vous augmentez la dopamine dans les noyaux gris centraux, les noyaux qui sont responsables des tremblements, puis ainsi de suite, si vous augmentez la dopamine à cet endroit-là, ben, c'est un réel effet, si vous voulez, dans le cerveau qui s'est produit. Donc, c'est pas uniquement, j'ai l'impression d'aller mieux, je vais un peu mieux, donc je me le fais croire. C'est le cerveau nous dit, oui, j'ai augmenté la dopamine, exactement à l'endroit où ça devait être augmenté. Alors, vous voyez, et là, dans ce cas-là, il n'y avait aucun traitement. C'était un traitement qui était factice, donc... Je pense qu'en fait, c'est vraiment l'enjeu sur la définition du symptôme et de la maladie. Puis ici, évidemment, dans le contexte du contrôle des mouvements dans la maladie de Parkinson, bien évidemment, c'est absolument clair que la dopamine peut être augmentée par l'effet placebo, que ça va améliorer les symptômes. Est-ce que ça renverse le phénomène physiopathologique qui explique l'évolution de la maladie? Ça renverse pas ça. Est-ce qu'on a exploré toutes les possibilités d'agir sur ces phénomènes-là neuropathologiques par des interventions comme le placebo ou d'autres? Assurément, non. Est-ce qu'il reste des questions à poser dans cette avenue-là? Assurément, oui. Est-ce qu'on a de plus en plus d'outils qui nous permettent d'évaluer, par exemple, les réponses inflammatoires, les réponses immunitaires, les réponses du cerveau, les facteurs génétiques qui facilitent ou bloquent ces effets-là, les facteurs épigénétiques qui vont réguler l'expression de différents gènes dans différents contextes. Donc, j'ai tendance à être peut-être
trop optimiste, mais il me semble qu'il y a là des avenues possibles d'exploration. Est-ce qu'on a une réponse à ça qui est convaincante présentement, scientifiquement? Non. Est-ce qu'il y a plusieurs exemples qui nous démontrent que des interventions non pharmacologiques comportementales comme le placebo ou d'autres ont des effets bénéfiques sur l'immunité, sur l'épigénétique même, sur la réparation, la protection de nos chromosomes? Oui, il y a des études qui nous montrent qu'il y a des interventions comme celle-là qui peuvent avoir un effet. Donc, si ces effets-là sont possibles, bien, vraisemblablement, c'est plausible, au moins conceptuellement, d'envisager que des mécanismes physiopathologiques qui sont en jeu dans des maladies dégénératives, par exemple, pourraient être contrecarrés au moins partiellement par des interventions non pharmacologiques ou psychologiques, comportementales. Sylvie, je vous vois dodeliner de la tête. Ben, il y a deux choses. Je voudrais réagir au TDAH, aux troubles de l'attention. Vrai que d'aller d'un scanner peut me guérir, mais je peux instaurer aussi un système de récompense, puis ça va marcher aussi. Il y a des enfants qui sont TDAH, il y en a des vrais là, qui sautent dans ton bureau comme une ogive nucléaire, puis eux, tu le sais qu'ils n'ont pas eu leur médicament, mais ces mêmes enfants-là, il y a des enfants que je suis capable de calmer dans mon bureau, puis d'autres enfants, je suis incapable de calmer, peu importe si je parle fort ou si je suis douce. Pourquoi ils te répondent différemment, justement? Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a un paquet de troubles de l'attention qui ne sont pas des troubles de l'attention, organiques, entre guillemets. Mais ce que je veux dire, c'est que l'effet placebo, je peux le créer, oui, avec un scanner, mais je peux le créer aussi avec du conditionnement, avec de la psychoéducation, avec un paquet d'autres choses. Pourquoi il y en a qui ont besoin des doses faramineuses, d'autres de petites doses? Oui, c'est ça. Mais moi, je suis un peu moins optimiste que Pierre. Oui, l'effet placebo va peut-être prendre plus de place, mais c'est la magie de l'humain. Notre cerveau est drôlement meilleur que ce que l'on pense qu'il est. Et on n'a pas fini d'explorer les capacités de notre cerveau à nous, là. Je ne parle pas celui de Serge, mais nous-mêmes, là. Nous-mêmes. Mais ce que je veux dire, c'est le nôtre, notre cerveau. Vous reveniez à pourquoi les enfants répondent mieux. Je fais aussi de l'hypnose en clinique. C'est sûr que l'hypnose, ça marche très bien chez l'enfant. Mais pourquoi? Parce qu'il y a plus d'imagination, parce qu'il y a plus d'imaginaire, parce qu'il est plus capable de voler partout, ce que nous, on a perdu. Mais c'est juste que les enfants ont un plus beau cerveau que le nôtre, nettement moins rationnel, nettement moins cognitif. Et ça fait des miracles. Mais l'effet placebo, c'est, entre guillemets, un peu le cerveau de l'enfant, de celui qui est capable de l'utiliser. Fait que, et, comme clinicienne, je voudrais pas que le placebo nous remplace parce que j'aurais plus d'ouvrage. Parce que c'est relationnel. Quel aveu. Ben, justement, j'ai envie de me tourner vers Samuel parce que je sais que vous voulez réagir, mais est-ce que, justement, le placebo, ça permet pas de court-circuiter un peu notre cerveau rationnel et de donner accès à toute la puissance de notre cerveau qui se, finalement, corrige de lui-même? Oui, vous avez lu mes pensées. C'est vraiment de ça dont je voulais parler. J'ai surtout lu vos articles. Là, j'ai l'air intelligente, mais c'est parce que je sais lire. Pour répondre brièvement au point sur le conditionnement, qui je pense est très judicieux, d'ailleurs Pierre en parlait tout à l'heure, alors effectivement les mécanismes de placebo marchent aussi par conditionnement ou alors par rééducation implicite des attentes, on pourrait dire. Donc on en arrive là à l'idée de court-circuiter. Alors brièvement encore avec notre étude sur les enfants avec le TDAH, on utilise aussi un système de récompense. Après la machine, on leur donne une soi-disant montre intelligente qui leur donne des petites vibrations à un régime intermittent. Et on leur dit, à chaque fois que tu sentiras une vibration, tu te sentiras calme, tu te sentiras bien comme quand tu étais dans la machine. Donc c'est un petit peu de l'hypnose sans induction, si vous voulez. Donc c'est ce qu'on fait aussi parce qu'on comprend bien ces mécanismes de conditionnement. Mais alors, pour moi, la grosse question de l'effet placebo et de ses bénéfices par rapport à d'autres approches comme la thérapie cognitivo-comportementale qui va aussi aider le patient à connaître et à utiliser les ressources qui sont en eux, c'est que ça marche beaucoup plus rapidement. Et moi, ce qui me passionne et qui m'inquiète un peu aussi dans ma compréhension de l'espèce humaine, c'est que ça marche très bien parce que justement, ça ne passe pas par la pensée rationnelle, ça ne passe pas par la volition, par la volonté simple. Donc de rentrer dans une approche thérapeutique avec une volonté rationnelle en disant je veux arrêter de fumer, je veux me lever plus tôt le matin, c'est possible, mais c'est difficile et c'est long. Avec les procédures de suggestion, on arrive à obtenir des résultats qui, je pense, sont beaucoup plus rapides parce qu'on arrive à viser
les apprentissages beaucoup plus implicites chez l'être humain. Donc voilà. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire, même ça arrive presque à court-circuiter le système nerveux autonome et donner accès directement à des fonctions physiologiques qui sont contrôlées involontairement, ou c'est... Oui, tout à fait. Ça nous donne accès à des ressources autonomiques et physiologiques auxquelles, traditionnellement, on n'a pas accès volitionnellement, on n'a pas accès par la volonté. Alors après, peut-être, effectivement, si on voit les travaux de Pierre sur les méditateurs zen, je pense que, généralement, c'est quelqu'un qui a un moine tibétain qui a pratiqué pendant 20 ou 30 ans, peut-être va arriver à faire quelque chose que, par une procédure placebo, on peut arriver tout de suite. Pierre, vous voulez... Oui, en fait, il y a plusieurs exemples qui me viennent en tête. En fait, vous pouvez l'essayer ce soir. Hein. La volonté n'est pas toujours un moyen d'atteindre son objectif. Ce soir, je vous invite à tenter l'expérience. Essayez de vous endormir volontairement. Alors, après votre nuit d'insomnie, vous pourrez passer la nuit à écrire vos réflexions, ce qui vous passerait par la tête pendant cette nuit où volontairement vous voudriez atteindre un objectif qui, par ailleurs, vous apparaît être nécessaire pour votre bien-être. Donc, évidemment, ça illustre le fait qu'il y a beaucoup de fonctions physiologiques indispensables qui ne sont pas sous le contrôle volontaire. Donc, sur le plan neurophysiologique, c'est aussi très intéressant parce qu'il y a des systèmes de notre cerveau qui sont impliqués dans des contrôles, dans des systèmes qui sont sous le contrôle volontaire et d'autres qui ne le sont pas. Et parfois, l'accès est justement indirect. Donc, si on essaie de contrôler volontairement indirectement, en fait, on perd notre contrôle. Puis j'ai un exemple très, très concret dans le labo. Je ne sais pas si Serge a déjà essayé ça aussi, mais dans le labo, dans le domaine de la douleur, on mesure des réflexes. Donc, y compris des réflexes spinaux. Donc, c'est un réflexe qui dépend d'un input sensoriel qui va arriver dans la moelle épinière et qui va déclencher une réponse. Donc, si vous pilez sur quelque chose qui vous blesse, puis que vous avez une douleur, bien, vous allez relever le pied avant même de ressentir la douleur. Donc, c'est un réflexe spinal. Hein, même des patients qui ont une section complète de la moelle épinière présentent ce réflexe-là. Donc, la moelle épinière est suffisante pour faire ça. Si on vous demande volontairement de bloquer le réflexe, en général, on n'y arrive pas très bien directement. Le réflexe, il va se produire, même peut être amplifié quand on essaie de le contrôler. Si je vous suggère que la douleur ou la stimulation que vous allez recevoir est moins intense, moins désagréable, en fait, peut-être même que ça va déclencher un état de bien-être. À chaque fois que vous avez cette stimulation-là, vous allez vous sentir de mieux en mieux. Mais non seulement vous allez ressentir moins de douleur, mais votre réflexe va être diminué. Il y a des études sur l'effet placebo, sur l'effet des attentes du changement de douleur qui montrent que quand on s'attend à moins de douleur, ça peut agir même au niveau de la moelle épinière, alors que si volontairement on veut contrôler notre douleur, on peut y arriver. Hein. Psychologiquement, on peut développer des stratégies qui vont nous aider, par exemple, à nous distraire de la douleur. Mais si on se distrait de la douleur, on ressent moins de douleur, mais notre réflexe au niveau de la moelle épinière augmente. Donc, il y a plusieurs facteurs comme ça qui nous suggèrent que par la voie de la suggestion, des attentes, des croyances, on peut activer des mécanismes physiologiques qui vont bloquer le signal de la douleur et qui ne sont pas sous le contrôle volontaire, même que le contrôle volontaire pourrait aller à l'encontre d'un effet bénéfique. Oui, bien sûr. J'aime beaucoup l'exemple que Pierre a donné, puis c'est très important. Je pense que cette partie-là est importante. Des fois, à trop essayer, en fait, c'est pire. Puis je vais vous donner un exemple qui est comment le simple fait de porter son attention, finalement, nous fait réaliser des choses qu'on a déjà. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Vous avez peut-être déjà remarqué que votre pied gauche, la plupart du temps, c'est le pied gauche. Ça arrive que ce soit le droit, par exemple. Votre pied gauche est plus chaud que le pied droit. Bougez vos orteils, vous allez voir dans votre soulier. Faites juste les bouger. C'est jamais, majoritairement du temps, c'est une histoire, je pense, de circulation, le cœur et ainsi de suite. Le pied gauche est un peu plus chaud que le droit. Mais ça arrive, il y a certaines personnes, c'est le pied droit. Levez la main ceux que c'est le pied gauche qui sentent plus chaud. Gênez-vous pas, là, levez la main, c'est un phénomène physiologique tout à fait normal. Ceux que c'est le pied droit maintenant, vous avez remarqué le pied droit. Écoutez, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas vrai ce que je viens de vous dire. Ce qui est important, c'est que c'est devenu vrai. C'est-à-dire que, comme vous avez été concentré sur votre pied gauche, que vous y avez pensé, si on avait mis une électrode et qu'on avait mesuré la température, elle aurait augmenté. Et votre pied, vous allez voir, d'ailleurs, c'est un peu fatigant parce qu'il va devenir de plus en plus chaud parce que ça n'arrête pas tout de suite. Hein? Vous allez sentir, vous allez dire, my God, il y a plus de sueur dans mon bas gauche que dans mon bas droit. Et ça, c'est simplement parce que vous avez porté attention à votre pied. Donc,
c'est assez incroyable, ça marche pas toujours. Il y en a certains qui peuvent dire, moi, ça n'a pas marché, donc je suis pas sensible au placebo. Non, on peut vous avoir autrement, mais il faudrait me laisser juste un peu plus de temps. Mais l'idée, c'est que, est-ce que la pensée peut avoir un effet, comme vient de le dire Pierre, au niveau spinal, au niveau périphérique? Absolument. Donc, les gens qui pensent, le patient qui va mieux, c'est uniquement parce que dans sa tête, il se dit qu'il va mieux. La jambe est pareille comme avant. Absolument pas. La jambe a changé aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Fait que c'est pour ça, pour moi, que l'effet placebo, c'est très puissant. Puis là, je ne sais pas, aviez-vous l'intention d'aborder l'effet nocebo ou on attend plus tard? On va en parler quand on va parler justement doit-on l'utiliser ou pas? Parfait. Parce que c'est dans les effets secondaires. Très bien. Parce qu'il y a des exemples avec ça fascinants aussi. Fascinant et de toute façon, on n'a pas une liste, on n'a pas un ordre. Mais j'ai envie quand même de poser une question à Annie justement parce que vous rencontrez des patients qui vous parlent de leur parcours de soins. Est-ce que justement certains parlent de l'effet placebo ou sont conscients de ce pouvoir qu'ils ont de s'auto-guérir finalement? Oui, tout à fait. Puis la plupart d'entre eux vont préciser la relation comme étant un effet placebo, non pas comme un traitement qu'ils auraient reçu ou quoi que ce soit, mais vraiment vont mettre l'accent sur le fait que la relation va les aider à se sentir mieux et justement atténuer certains symptômes qui sont plus dérangeants que d'autres. Donc, la réponse instinctive de tout le monde, c'est le bienfait de la relation ou justement une mauvaise relation qui peut amener un mal-être chez eux. Et est-ce qu'il y a aussi, vous observez l'effet de la volonté, par exemple, des gens qui se disent, qui sont plus des combattants et qui ont une confiance et qui vont vaincre la maladie. Est-ce que ça, vous l'observez ou c'est des choses que... Pas tant. Non, pas tant que ça. La volonté, je pense que la volonté est là au départ de faire avec et comment ils vont se mobiliser pour faire avec. Donc, c'est plus dans leur mobilisation de ce qu'ils sont et de ce qu'ils connaissent et comment ils vont le faire et comment ils vont le faire avec leur équipe ou avec leur professionnel préféré, par exemple. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pas tout à fait sur l'effet placebo, mais par rapport à la confiance, à 45 ans, j'ai décidé de faire un doctorat. C'est pas grave. Ce que j'étudiais, c'était les parents dont l'enfant souffre d'une maladie incurable, pas le cancer, là, mais des maladies neurodégénératives. Et je voulais voir comment la dimension narrative, la dimension identitaire jouait là-dedans. Et justement, ceux qui font trop confiance au monde médical, c'est ceux qui ne sont pas auteurs de leur vie. Ils laissent le monde médical écrire le scénario de leur vie. C'est les plus malheureux. Il y a ceux qui ne croient à personne. Ils ne croient pas au docteur, ils ne croient pas aux voisins, ils ne croient pas à rien. C'est les deuxièmes plus malheureux. Les moins malheureux, c'est ceux qui ont cette relation-là de « tu m'en donnes, mais je demeure auteur de ma vie. Je demeure auteur de ce qui me plaît, de ce qui me plaît pas. » Fait que la confiance absolue, c'est de loin les plus malheureux. Fait que c'est pas toujours une question de confiance. Et je raconte cette toute petite histoire d'une dame qui était sûre que son enfant né prématurément, qui avait manqué beaucoup d'oxygène, si elle suivait tout ce qui était écrit en ergo et en physiothérapie, son enfant irait mieux. Ce qui fait qu'elle a fait un paquet de traitements, mais il y avait toujours les thérapeutes qui le faisaient. C'était jamais elle qui touchait à sa fille. C'était toujours les thérapeutes. Et à 6 ans, non seulement sa fille n'allait pas mieux, mais elle était toujours incapable de donner le bain de son enfant parce qu'elle lui avait jamais touché. Donc, l'effet placebo, pour introduire l'effet nocebo et le conditionnement, c'est bien parti. On va y revenir, parce que c'est quelque chose d'important. Juste pour compléter un peu le tableau, on va passer à la question de ce soir, mais parce que ça marche aussi sur les problèmes de santé mentale, la dépression, surtout dans des choses qui ne sont pas vraiment des maladies physiologiques, mais là je dis une bêtise, mais en fait, est-ce que certains voudraient parler sur les problèmes parce qu'on lit des fois que tous les médicaments pour les antidépresseurs, c'était surtout un effet placebo. Est-ce que c'est encore vrai? Est-ce que ça a varié cette réponse-là? Je peux en parler vite fait, oui. À vous. Oui, je pense qu'en fait le consensus maintenant, c'est que les inhibiteurs de sérotonine marche surtout par effet placebo pour les cas de dépression basse et modérée. Pour les cas de dépression sévère, ce n'est pas forcément le cas. Mais je pense que la maladie mentale, parce que la maladie mentale a quand même un statut ontologique assez bizarre. On peut essayer d'être très matérialiste là-dessus et dire tout est chimique, mais là, c'est là aussi où on se rend compte que peut-être notre matérialisme, notre neuroréductionnisme est allé trop loin. Ce sont quand même des troubles qu'on ne comprend pas très bien. Donc il semble
beaucoup de troubles mentaux semblent bien répondre au placebo. Moi, une question un petit peu controversée que j'aimerais poser aussi, c'est justement l'effet nocebo collectif des croyances par rapport aux maladies mentales. Donc, il y a quelque chose d'intéressant dans le cas de la dépression, c'est que, bon, non seulement pour les cas de dépression basse et modérée, il semblerait que les médicaments ne marchent pas mieux que les effets placebo, mais pendant les derniers 20 ans, ça a été démontré que les inhibiteurs de sérotonine marchent mieux et que l'effet placebo a aussi augmenté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers 20 ans? Eh bien, on a tous commencé à accepter que la dépression est une vraie maladie physique, chimique, et qu'elle doit être traitée pharmacologiquement avec des médicaments. Donc, l'Organisation mondiale de la santé en 2017 nous disait que la dépression, c'est un des plus gros problèmes de santé chronique dans le monde entier. Je sais pas, ceux d'entre vous qui enseignent à l'université peut-être le voient aussi. On a vraiment ce qu'on appelle souvent une crise de maladie mentale. Les gens semblent souffrir de dépression de plus en plus. Alors, c'est sûr qu'il doit y avoir, il y a des facteurs écologiques, il y a des facteurs socio-économiques. L'isolation est énorme. Mais moi, la question que j'aimerais poser encore, c'est est-ce que nos croyances réductives dans les maladies mentales, comme étant des maladies de cerveau, seraient-elles un effet nocebo, qui a un effet négatif sur l'expérience humaine? Est-ce qu'il y en a qui veulent réagir là-dessus? C'est une grosse question. Pierre? Non, je vais garder mon micro. Vous avez un micro. Écoutez, moi, je pense qu'il faut être très prudent. Quand on parle de maladies, de façon générale, que ce soit des maladies physiques, que ce soit des maladies mentales, généralement, on retrouve, si vous voulez, des bases physiologiques. C'est-à-dire moi, je peux très bien, sur le plan pharmacologique, vous donner quelque chose et vous faire déprimer ou vous rendre très high, très, très heureux. Donc, si on se pose la question, est-ce que c'est possible qu'on puisse changer un état d'esprit, un peu comme on peut changer, si vous voulez, sa pression artérielle ou quoi que ce soit? Moi, je pense que oui. Et je pense que c'est là. Et c'est pour ça que je trouve intéressant en fait, il faut faire attention parce que c'est un peu comme dire à des gens qui auraient une dépression majeure, vous savez, vous avez simplement qu'à bien y penser, à sortir dehors et puis à vous fier à l'environnement, puis ça devrait aller mieux. Non, je pense que dans certains cas, c'est vraiment nécessaire d'avoir un traitement pharmacologique. Donc, la santé mentale doit être aussi approchée, si vous voulez, un peu comme la santé physique, c'est-à-dire que dans certains cas, on sait exactement ce qui se passe, dans d'autres, beaucoup moins bien, et puis il faut donner le traitement. Maintenant, est-ce que c'est très sensible aux attentes et à l'effet placebo? Sûrement, parce que le simple fait d'arriver dans un environnement différent, de rencontrer le médecin, de sentir qu'on va être écouté, de savoir que quelqu'un nous prend en charge, bien, on peut déjà démarrer ce processus-là. En ce qui concerne la sérotonine, mais il y a aussi la noradrénaline, et là, on entre dans un univers, parce que quand on parle de troubles de santé mentale, on parle de sérotonine, de noradrénaline, de dopamine, et j'en passe. Hein. Il y en a une collection, et ça semble être très différent d'un individu à l'autre aussi. Donc, il y a des caractéristiques. Alors, je trouve que c'est un domaine qui est extrêmement complexe. Quand on parle de santé mentale, on est dans une grande complexité. Je suis d'accord que c'est un des domaines où on a beaucoup étudié l'effet placebo. D'ailleurs, il y a une étude que j'avais trouvée très intéressante. On donnait des antidépresseurs à des gens. Je vais vous inventer là, un dosage, d'accord? On donnait 4 comprimés par jour, d'accord? Alors, on a essayé 3 comprimés, un placebo. Le résultat était exactement le même. 2 comprimés, un placebo. Le résultat était comparable, et là, ça s'est arrêté là, dès qu'on diminuait. Alors, c'est une vieille étude. Là. Je veux dire, il y a sûrement eu plein d'autres études par la suite, mais c'est un peu comme si on disait, peut-être que les dosages, on n'y est pas encore, donc il y a peut-être une composante d'attente, mais en tout cas, moi, selon mon point de vue, il faut être prudent quand même, parce que de faire la différence entre une maladie physique et une maladie mentale, quand on parle de placebo, moi, je ne serais pas très à l'aise, si vous voulez. Parfait. Ouais, en fait, encore une fois, ça évoque beaucoup de questions très fondamentales à la fois sur le plan de notre conception de la santé de la maladie, puis sur l'apport de la recherche fondamentale qui nous dit, oui, c'est la sérotonine, oui, c'est la noradrénaline, ça dépend du contexte, etc., etc. Peut-être là-dessus en particulier, il faut reconnaître la distance entre le modèle expérimental de la recherche fondamentale et la réalité clinique. Puis notre compréhension fondamentale de la réalité clinique est basée sur des études qui n'utilisent pas nécessairement des modèles qui sont très valides par rapport à la complexité de nos vies, de notre culture, de notre environnement, etc. Donc, c'est très difficile de faire un lien. En fait, il faut accepter que nos théories biomédicales, en particulier dans le contexte de la santé mentale, sont des théories.
Voilà. Je ne sais pas si on doit dire... En fait, l'autre point que je voulais soulever, c'est la notion de santé et de maladie. Je pense que Samuel évoquait aussi cette question-là, puis même Sylvie, dès le début, a mentionné cette question-là. Si je vous dis que la grippe est causée par un virus, vous allez me dire, ben oui, c'est évident. Hein, la grippe est causée par un virus. Pourtant, à chaque hiver, on est probablement tous, ou la plupart d'entre nous, sommes exposés au virus de la grippe d'une façon ou d'une autre. Pourtant, on n'a pas tous les symptômes, on ne va pas tous attraper la grippe. Pour toutes sortes de raisons contextuelles, de prédisposition, de capacité de notre système immunitaire à combattre l'intrus. Mais malgré ça, on va définir la grippe comme l'exposition, le développement d'un virus dans notre organisme. Or, la grippe, c'est la rencontre entre le virus et l'organisme vulnérable. Donc, cette conception-là de la maladie comme étant, dans ce cas-là, causée par un agent pathogène extérieur à soi est incomplète. Bien, imaginez dans le contexte de la maladie mentale. La maladie mentale se développe toujours dans un contexte, bien entendu avec un bagage génétique qui peut nous rendre vulnérables à différents contextes, mais aussi dans un contexte qui va faire que la maladie va se développer plus ou moins. Voilà. Juste une petite anecdote d'ailleurs sur le contexte culturel. J'ai lu, je crois que c'est dans un article de M. Vessière, justement les pilules bleues, on dit que c'est calmant, sauf pour les Italiens, parce que eux, c'est la couleur de l'équipe de foot, alors ça les excite. Donc, mais peut-être maintenant, j'aimerais qu'on passe... Est-ce que je peux dire un tout petit détail par rapport à maladie mentale? La différence entre maladie mentale et symptômes de maladie mentale. Et vous savez que tout repose sur le DSM-5, un livre écrit par des psychiatres qui dit que si tu as ça, ça et ça, tu as une maladie. Si tu as que ça, ce ne sont que des symptômes. Je vous donne un exemple très, très banal. Je vois en clinique un petit enfant qui est de plus en plus triste parce qu'il a mal au ventre puis qu'il veut plus aller à l'école. Je lui donne un placebo, peu importe, il n'a plus mal au ventre. Maman très heureuse, mais il continue d'être intimidé à l'école. C'est l'intimidation qui faisait qu'il était déprimé et qu'il avait mal au ventre. J'ai réglé le symptôme, j'ai-tu réglé le problème de l'enfant? Donc, le symptôme était quoi? Je peux bien régler ton symptôme, mais si j'ai pas réglé, et dans nos vies, on se le cachera pas, à la vitesse à laquelle on va, aux performances que l'on demande, aux exigences que l'on demande, aux quotas que l'on demande, on évalue chez nous, les thérapeutes, au nombre de cas qu'ils voient par mois. On ne lui demande jamais s'ils font une belle job. On lui demande seulement, as-tu vu tant de cas ce mois-ci? Ben là, il y a de quoi déprimer. Si le sens de mon travail, puis on dira plus ce qu'on pense des médecins depuis quelques mois, mais si le sens de mon travail est de faire un quota de patients et non pas le sens de dire j'ai fait une belle job, je suis un bon thérapeute, écoute, en physiothérapie, mes enfants, ils marchent mieux qu'avant, mais si ça n'a même plus de sens de travailler, oui, moi, déprimé. Justement, là, on arrive au cœur de la question de ce soir. Bon, puisque ça marche, est-ce qu'on doit, enfin ça marche pas toujours, mais est-ce qu'on doit l'utiliser? Quel problème ça peut poser justement d'utiliser un placebo? Je ne sais pas qui veut commencer ou. Moi, j'en vois pas de problème parce que je me suis posé beaucoup la question, puis j'ai travaillé beaucoup avec Luana Coloca, là, qui est l'étudiante, si vous voulez, du grand chercheur, qui est devenue une championne. Et cette fille-là, je l'ai trouvée très, très forte parce que ce qu'elle me racontait, c'est, elle me disait, les gens disent, est-ce qu'on devrait utiliser le placebo ou pas? Puis on en parlait ensemble, mais elle me disait, dans le fond, ils l'utilisent constamment. Alors, il n'y a pas de bonne raison. Imaginons qu'il y a un patient, le médecin est avec, il se dit, ce médicament-là, selon ce que j'en sais, devrait bien fonctionner pour la pathologie qu'il a. Alors, ce que je vais faire, c'est en lui prescrivant, je vais lui dire, vous savez, ce médicament-là, avec des cas, j'ai vu beaucoup de cas comme le vôtre, et c'est assez intéressant, vous devriez avoir des résultats. Moi, le plus beau placebo que j'ai vu, c'est Sylvie qui l'a fait. Sylvie, c'est une clinicienne, vous savez, c'est une pédiatre. Alors, un jour, ma fille amène son bébé, et puis le bébé va pas bien, il fait de la fièvre, ça va vraiment pas bien. Alors, on rencontre Sylvie. Sylvie, c'est une excellente clinicienne en passant. Je prends la peine de le dire parce que je la connais. Non, mais c'est vrai. Elle est excellente. Alors, elle rencontre Sylvie, et je me souviens exactement ce qu'elle lui a dit. Ça m'avait beaucoup frappé parce que ça m'intéresse. Elle a donné le traitement au bébé, mais elle lui a dit après, regarde bien ma grande. Le bébé, sa fièvre va descendre. Mais c'est possible qu'elle augmente un peu avant.
Mais tu t'inquiètes pas, c'est tout à fait correct. La maman est partie complètement rassurée, la fièvre a monté un peu, a diminué, elle était complètement rassurée, alors elle a transféré son assurance au bébé et tout le monde allait bien. Alors finalement, je pense que c'est ça, utiliser un placebo, selon moi. Dans le fond, on ne peut pas ne pas l'utiliser. On peut utiliser, on peut être très malhabile et faire un nocebo, mais normalement, on devrait l'utiliser. Mais on n'a pas besoin d'utiliser la petite pilule de sucre. Je veux juste dire que j'ai terminé mon cours en 1984. Et en 84, il nous était dit, c'était la mode de la bioéthique, le consentement éclairé. Il fallait absolument dire au patient que telle pilule que je lui donne, tous les effets secondaires, qu'il y a 40% de chances que ça fonctionne, 30% que ça ne marche pas. Ça, c'est quand j'ai gradué en 84. Il est hors de question qu'un gradué en 2018 fasse ce commentaire-là. Donc, juste moi, comment est-ce que, en 20, 30 ans, je sais plus, là, comment est-ce que je ne présente plus de la même façon, mais c'est ce qui m'a été enseigné à la faculté de médecine, que je n'avais pas le droit de mentir sur l'efficacité d'un traitement. On est 30 ans plus tard. Donc, le collectif de Samuel, oui. Parce qu'il y a bien enfin, certains vont dire justement, c'est quand même un mensonge. On trompe quelque part, donc on diminue le pouvoir d'autonomie du patient, justement, de dire, bon, est-ce que j'accepte le meilleur... Justement, Pierre, vous voulez réagir là-dessus? Oui, en fait, moi, l'élément qui m'interpelle, c'est justement cet élément-là de tromperie ou de mensonge. L'effet placebo qui fait partie d'un traitement que l'on croit sincèrement, avec toute la bienveillance qu'on croit efficace, c'est une chose. De prescrire et de tromper le patient à son insu pour des bénéfices, en fait, c'est une éthique utilitaire. Hein? La fin justifie les moyens. Puisqu'il va mieux, c'est mon objectif, c'est son objectif, il va mieux, donc ça va bien. On l'a pas fait, on pourrait le faire. Absolument, quand j'enseigne l'effet placebo aux étudiants en méthode de recherche, je leur demande, on vous apprend que depuis plusieurs années, vous aviez de la douleur chronique, et comme Serge le décrivait tout à l'heure, on vous apprend que votre rémission de symptômes. Là, vous avez plus mal depuis plusieurs mois maintenant grâce à un nouveau traitement que votre médecin vous a proposé. Et il vous apprend, votre médecin, que finalement, c'est un placebo que vous avez eu. Ça fait 2 mois que vous répondez à un placebo. Puis, et en général, c'est 50-50. Hein? La moitié des gens sont pas d'accord avec cette procédure-là. Puis les autres disent, ben oui, mais je me sens mieux, tant mieux. Donc, l'enjeu est fondamental ici, c'est la relation thérapeutique. Donc, si vous me demandez à moi si je veux que le placebo me soit administré, alors je dirais oui, mais je veux jouer avec vous. Je veux pas que vous jouiez avec moi à mon insu, mais je veux participer à ça, un peu comme vous le décriviez tantôt, dans la relation thérapeutique. Il faut sentir qu'il y a une alliance thérapeutique et qu'on joue ensemble. Puis, de plus en plus, on a des alternatives. En fait, notre Samuel pourra peut-être nous parler de la représentation collective qu'on a de l'effet placebo qui est en train d'élargir et nous permettre d'utiliser un placebo sans tromper les patients en leur disant, c'est un placebo, mais vous savez, le placebo, ça marche. Justement, Samuel, parce que vous avez beaucoup utilisé dans votre expérience du faux scanner le pouvoir de suggestion, la mise en scène. Donc pour vous, est-ce que on peut l'utiliser, mais il suffit même de suggérer que ça fonctionne? Oui, alors on soulève là des questions vraiment très intéressantes. Nous, on utilise le modèle open label, pardonnez-moi, je ne connais pas la terminologie française, où on dit carrément aux patients, alors ce qu'on vous donne c'est un placebo, les placebos marchent bien pour d'autres personnes, etc. Mais pour être complètement honnête avec vous, on utilise ce modèle-là pour des raisons bureaucratico-légales, parce que ce serait impossible d'obtenir l'approbation éthique de nos jours en disant qu'on va mentir à des enfants ou qu'on va mentir aux patients. Et moi, je trouve que là, il y a quelque chose d'intéressant et d'un petit peu alarmant par rapport à notre déontologie médicale qui est, pour ma part, je pense, un peu naïve. Donc effectivement, la tromperie, le mensonge, c'est mauvais d'une manière abstraite, mais il faudrait peut-être examiner certains cas dans lesquels le mensonge ou la tromperie, ou alors peut-être simplement d'inviter quelqu'un à interpréter son expérience autrement par rapport à l'expérience dans laquelle il est dans un moment donné, pourrait être important. Imaginez que j'ai un enfant asthmatique et mon fils de 6 ans a une crise d'asthme et me dit « Papa, est-ce que je peux mourir ?» Est-ce que je vais lui dire « Bah oui, effectivement, il y a des gens qui meurent d'une crise d'asthme. Fais attention, tu vas mourir. » Je pourrais aussi lui dire « Non, non, absolument, ça va aller, tu vas te rendre compte qu'en respirant, ça va bien aller, personne n'est jamais mort. » Moi, en tant que parent, je mens à mes enfants constamment pour les aider à aller mieux. Donc, quand on pense maintenant à cette déontologie du rapport thérapeutique et du rapport entre le médecin et le patient, je pense qu'on a un modèle un peu trop naïf où on a envie d'être égaux tout le temps.
Mais simplement, le patient et le médecin ne sont pas égaux. Ils ont des responsabilités différentes, ils ont des connaissances différentes. Et justement, le médecin, il a une responsabilité éthique à aider le patient à guérir. Donc, si dans certains moments, on peut inviter quelqu'un à réinterpréter son expérience autrement, en mentant un petit peu sur l'état actuel des choses, parce qu'on sait que l'état potentiel peut être amélioré, je pense qu'effectivement, c'est important. Alors après, oui, c'est pas n'importe qui peut mentir à n'importe quoi tout le temps. Mais je pense que si on passe d'une éthique déontologie abstraite, personne ne peut mentir à personne, à une éthique de déontologie de la vertu, comme celle d'Aristote, on va dire, certaines personnes ont acquis une position, une certaine vertu, une certaine responsabilité éthique, épistémologique, où ils peuvent judicieusement, en consultant les autres, consultant un comité, mentir pour aider les autres, pour aider les patients à guérir. Et Annie, juste peut-être un mot, parce que vous êtes, bon, non seulement vous travaillez des patients, mais en plus vous êtes quand même proche aidante de votre fille. Donc, si on avait donné un placebo à votre fille, par exemple, vous réagiriez comment? Ben, j'abonde dans le sens de, je veux jouer avec, je veux pas qu'on joue avec moi. Donc, je voudrais savoir que oui, c'est un placebo et qu'on m'explique que oui, ça fonctionne. Et c'est un peu de dire, je veux à la fois la magie et la vérité. Je veux les deux. Je veux la magie du sarrau blanc, mais je veux savoir. Donc, où est le juste équilibre? Je n'en suis pas certaine, mais une chose, je veux certainement jouer avec. Je veux faire partie de... Écoutez, on a déjà bien lancé la discussion. Maintenant, on va passer un peu à vos questions. Continuez justement. On veut la magie, on veut les faits, mais on veut le savoir. Donc... je vous propose de venir au centre de la salle et de vous identifier puis de poser votre question et on va continuer sur le sujet. Bonjour. Oh, très intéressant. Je voudrais savoir la question des miracles. Vous savez, la religion catholique fait des gradués vers la sainteté si on a prouvé qu'il y a miracle. Est-ce que dans le cas des miracles, est-ce qu'il s'agit d'un effet placebo? Je peux répondre à ça. Moi, je peux vous répondre. Ça va être une réponse bête et plate, mais sur le plan, en fait, il y en a tous les jours des miracles dans les cliniques. Ça arrive tous les jours. Puis même j'enseigne à mes étudiants en médecine dentaire, en méthode de recherche. Je leur dis, chaque patient que vous rencontrez qui s'améliore, c'est une anecdote. C'est un bénéfice et vous allez vous attribuer ces succès, vous allez attribuer ces succès-là thérapeutiques à vos grandes qualités de thérapeute. Mais en réalité, chaque anecdote est impossible à analyser sur le plan de la causalité. C'est impossible de démontrer avec certitude qu'un événement est causé par une chose ou une autre. Et c'est pour ça qu'on fait des études avec des très grands groupes de patients. On va comparer un traitement à un autre. On va regarder par rapport à un groupe qui reçoit aucun traitement. Puis on va faire cette comparaison-là pour déterminer, en fait, pour découper la composante du bénéfice qui s'explique par l'effet placebo, par telle molécule dans le médicament. Mais dans le cas des miracles, on parle d'événements très rares qui sont très difficiles à analyser, voire impossibles à analyser avec les méthodes scientifiques. Alors, moi, je peux pas répondre à cette question-là. Est-ce que c'est un effet placebo? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais si vous avez un traitement pour une douleur chronique et ce traitement-là fonctionne, est-ce que c'est le médicament ou c'est un miracle ou un mélange des deux? Est-ce que c'est un effet placebo? Sur une base d'une anecdote, on peut pas tirer des conclusions claires sur le mécanisme en jeu. J'aurais deux portions de réponse. La différence entre soigner et guérir, il y a la seule personne capable de guérir est la personne elle-même. Moi, j'ai jamais guéri personne. Même le chirurgien a bien beau faire la chirurgie, c'est le patient qui cicatrise puis qui a décidé d'aller consulter. Donc, la guérison, elle est complètement intime, c'est-à-dire propre à soi. Et quand on parle de miracle, pour ne pas vouloir, je reviens sur symptômes et maladies, je pense que c'est la guérison d'une maladie et non pas la guérison d'un symptôme. Parce que si un symptôme s'en va, c'est ton monsieur qui a reçu du placebo et qui va mieux avec son mal de dos. C'est un miracle, c'est subjectif. C'est la disparition du symptôme subjectif. Je pense que pour que ça soit un miracle, il faut qu'une maladie soit disparue, qu'une tumeur disparaisse. Ça ne fait pas une critique de la religion catholique, mais est-ce qu'un miracle existe? Est-ce que c'est un placebo? Peu importe, c'est une guérison qui vient de l'intérieur et ça, que ça soit via
ce qu'il voudra. Samuel, vous avez quelque chose à... Les miracles? Oui, j'ai plein de choses à dire, bien sûr. Je voudrais tout d'abord brièvement apporter une petite modification à la définition du mot symptôme. Moi, j'aimerais rappeler que on ne vous voit plus, là. Balancez un petit peu, voilà. Vous me voyez? Vous m'entendez bien? Vous avez un très beau gilet, mais le visage, c'est mieux. D'accord. Merci. Non, c'est-à-dire que le symptôme en soi n'est pas un fait biologique qui serait neutre d'interprétation culturelle. Donc, tout symptôme neurophysiologique, même signal neurophysiologique, il a besoin d'une interprétation cognitive qui elle-même a besoin d'un cadre culturel. Et j'aimerais juste montrer un petit exemple sur les symptômes, justement pour en revenir à la question du miracle. Il y a une anthropologue américaine qui s'appelle Tanya Luhrmann, qui travaille avec les évangéliques chrétiens, qui apprennent à entendre la voix de Dieu. Donc elle fait aussi des expériences psychologiques sur ces gens-là, et elle trouve que dans certains contextes, après beaucoup de prières, après beaucoup de temps, certaines personnes arrivent à entendre vraiment la voix de Dieu. Donc, ils arrivent à avoir des hallucinations auditives, mais qui seraient désirées. Donc, on peut voir que dans un autre contexte, une hallucination auditive, elle pourrait être interprétée de manière terrifiante. D'ailleurs, Tanya Luhrmann, ce qu'il montre, elle étudie aussi la schizophrénie au travers des cultures. Donc, elle étudie des schizophrènes, par exemple, au Ghana et en Inde, qui ont des expériences, des hallucinations auditives qui sont involontaires, donc qui leur font un petit peu peur, mais les voix leur disent des choses vraiment différentes. Par exemple, en Inde et au Ghana, les voix disent des choses comme « va te laver les mains » ou alors « va t'occuper de ta mère ». Et ces gens-là, en fait, ont une qualité de vie assez bonne, alors que les schizophrènes qui ont peut-être les mêmes troubles de cerveau à la base aux États-Unis, dans un contexte qui définit la maladie mentale autrement, ont des expériences vraiment terrifiantes. Donc ça, c'est juste encore pour montrer quelques exemples, pour parler un petit peu de la dimension culturelle de la symptomatologie. Alors après, pour en revenir à la religion, est-ce que la guérison spontanée dans un contexte religieux serait un effet placebo? Moi, je dirais oui. Simplement, je me rends compte que pour beaucoup de personnes pour lesquelles cette signification religieuse est importante, ça a l'air condescendant. De la même manière que même dans un contexte médical, souvent on va dire « Ah, ça a marché à cause du placebo, donc ça marche pas, donc c'est faux ». Donc je pense que c'est aussi un bon moment maintenant pour essayer de redéfinir l'effet placebo. Moi, je ne sais même pas si le mot placebo lui-même, étant donné son bagage culturel, est vraiment judicieux. Je pense que l'effet placebo lui-même est un miracle, le corps humain est un miracle, le corps humain, sa manière de répondre aux croyances collectives est un miracle, mais peut-être on a besoin d'un autre mot que l'effet placebo pour décrire ça. Merci beaucoup. Et je vais juste ajouter un petit mot, je trouve que c'est important. Écoutez, moi, ce que je me dis, quand vous posez des questions de ce type-là, par exemple le miracle, il y a une chose que vous devez retenir. Il n'y a personne d'entre nous ici qui est capable de répondre à ça. On n'a pas les compétences pour répondre à ça. Mais on vous donne un avis sur la composante des attentes sur ce qui peut arriver. Et ça vous enlève pas du tout le droit de penser que le miracle, c'est un effet de quelqu'un ou quoi que ce soit. Et c'est important de le savoir parce que moi, j'ai été très impressionné. J'ai vu un grand conférencier, Hubert Reeves, qui s'était fait poser des questions de ce type-là, qui avait dit « Les pires personnes pour répondre à ça, c'est les scientifiques. » Donc, nous, on va toujours découper ça en morceaux, puis on va vous expliquer ça avec notre perception. Je voulais juste ajouter cette information. Non, mais c'est un bel ajout. Et on va prendre une autre question, madame. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question par rapport, en fait, à la vérité. C'est plus, en fait, une histoire que moi-même j'ai vécue. Plus jeune, mon médecin avait l'habitude de me donner des produits homéopathiques. Puis, quand j'étais jeune, je pensais vraiment que ça fonctionnait. Pour moi, à chaque fois, je voyais des effets, puis je me sentais vraiment bien après. Puis ma maman me donnait du thé ou de la soupe, en tout cas, je me sentais vraiment bien. Après avoir fait un bac en biologie, en immunologie, on nous bâche énormément à quel point les produits comme utiliser des produits homéopathiques, c'est vraiment pas si bon que ça, en tout cas que ça fait rien du tout en fait. On parlait même pas, on parlait un petit peu de l'effet placebo, mais pas tant que ça. Puis en fait, finalement, j'ai été voir mon médecin pour lui dire pourquoi tu me donnes des produits homéopathiques. Puis elle me disait écoute, tu as une grippe, avec ou sans médicaments, ça dure une semaine, puis c'est tout. Puis j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit effectivement, dans un pays où on est habitué à prendre des médicaments à chaque fois, comme c'est peut-être vraiment bien de finalement prendre même si c'est une pilule de sucre, mais c'est bien parce que on s'attend à avoir une pilule, fait que
si on ne nous donne pas de pilule, puis moi, si on m'avait dit plus jeune, écoute, je ne te donne pas de pilule parce que tu vas chez le médecin, on ne te donne pas de pilule parce que tu vas guérir de toi-même, j'aurais trouvé ça un petit peu drôle, puis je me serais dit, les médecins, ça ne sert à rien. Alors qu'avec une pilule homéopathique, et j'ai fait du cheminement après, puis je comprends pour la vérité, pour dire que c'est bien de jouer avec, mais ça dépend du patient, parce que si tu n'as pas les connaissances pour te dire, effectivement, mon corps peut le faire, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, les médecins, ça ne sert à rien, finalement, on ne connaît pas beaucoup de choses, il y a beaucoup de limites, puis qu'est-ce que je vais faire dans le futur? Fait que plus un débat par rapport à la vérité pour dire que ça dépend peut-être du type de patient. C'est vrai que quand tu es scientifique, c'est bien de savoir la vérité puis de dire, OK, ça va être du placebo, mais pour d'autres types de personnes, c'est peut-être bien de juste donner une petite pilule sucrée. Je suis sûre qu'il y en a plusieurs qui vont réagir à ça. Alors, est-ce que les placebos, c'est une façon d'éviter la prolifération de pilules tout en donnant des pilules? Je vous raconte une petite étude faite il y a une dizaine d'années par une de mes résidentes. C'est vrai que c'est les antibiotiques qui est autre chose. S'il y a quelque chose qui est anti-placebo, puis arrêtez de antibiotiques et vaccins, il n'y a rien, il n'y a aucun placebo qui arrive avec ça. Quand c'est donné pour la bonne cause, on est bien d'accord. C'était la mode il y a 10 ans où il fallait arrêter de donner des antibiotiques, on en donnait trop aux enfants. Alors, puis on partait à partir de 2 ans, puis on disait, oui, mais les docteurs, ils veulent donner des antibiotiques. Puis moi, je disais, vous sûr que c'est pas les parents qui veulent des antibiotiques? Alors, l'étude était très simple. On sait que 20% des otites vont avoir besoin des antibiotiques, 80% vont guérir seuls. Peu importe ce que vous faites, c'est autorésolutif. Donc, on a fait une belle étude où est-ce qu'on a donné à la salle d'urgence, on a dit, votre enfant a une otite, mais essayez donc un petit 2 jours d'ibuprofène, puis si ça marche pas, vous l'avez déjà, la prescription, vous pourrez aller l'acheter à la pharmacie. Mais il partait avec, là. Le moral de l'histoire, seulement 10 parents sont allés l'acheter. 80% ont guéri seuls. Une maman. Ils ont la prescription, elle est là. Si ça va mal, je vais pouvoir y aller. Et finalement, il y a seulement 8 enfants qui l'ont reçu, leur antibiotique. Maintenant, c'est de plus en plus facile. Fait qu'à savoir, est-ce que c'est l'enfant qui veut ça n'est pas de granule homéopathique ou c'est le médecin qui veut y donner? Il faut savoir que de prescrire une pilule, c'est bien plus rapide. Tiens, prends ça, ça va aller mieux. Bye, next. Avec Barrette, faut agir comme ça. Mais c'est beaucoup plus compliqué de te dire, écoute, on va essayer sans médicaments. Oui, mais regarde, je te propose. Oui, mais écoute, on se reprend rendez-vous si ça marche pas. Hey, ça, là, c'est 8 minutes de plus, là. Non, mais... Les patients entendent beaucoup parce que je parle au lieu d'une des pilules, mais effectivement, c'est ça. Mais entre la vérité, mais on a le droit d'enjoliver, effectivement, puis que la granule homéopathique aide, bien d'accord. En fait, l'histoire est très parlante. Puis il y a eu déjà quelques études sur les pratiques des médecins. Donc, par sondage, c'est pas les études de mieux contrôler, mais par des sondages anonymes où les médecins, et on leur demandait explicitement, est-ce que vous avez déjà prescrit un placebo, dans quel contexte? Et en fait, c'est exceptionnel que les médecins vont tromper volontairement en prescrivant un placebo. Par ailleurs, il y avait plus de la moitié des médecins, même, je pense que c'est autour de 70-75%, une étude anglaise, je présume qu'elle se transposerait bien ici, admettait avoir encouragé les patients à utiliser des produits qu'ils savent inefficaces sur le plan scientifique, mais qu'ils savent par ailleurs inoffensifs, donc dont l'innocuité est des bien exemples démontrée. de produits, par exemple. On parle d'homéopathie, de vitamines. Homéopathie, vitamines. Donc, qui vont encourager les patients qui leur demandent, par exemple, est-ce que je devrais prendre est-ce que je devrais prendre des tisanes à l'échinacée pour me soigner cet hiver? Puis des médecins qui vont encourager, pas seulement dire, ou en fait pas leur donner la vérité scientifique, les études bien contrôlées. En fait, je ne sais pas pour les échinacées, mais les études bien contrôlées, disons, ne sont pas efficaces. Ils vont pas donc leur donner les faits scientifiques, mais sachant que ce que le patient propose ou vient chercher est inoffensif par ailleurs, vont encourager quand même cette pratique-là. Donc, c'est déjà présent, cette pratique-là. Serge.
Ce qui est très drôle aussi, une autre chose qui est assez spectaculaire, c'est que si on demandait à tout le monde ici ce soir, surtout que là vous allez être un peu biaisé parce que vous nous avez entendu, mais est-ce que vous pensez que le placebo peut vraiment avoir un effet? La plupart des gens vont vous dire oui. Vous demandez au médecin, est-ce que vous pensez que si je donne un placebo, ça peut avoir un effet? La réponse est oui. Si vous dites maintenant à une de ces personnes-là, votre médecin vous a donné un placebo, ils vont dire, c'est vraiment dégueulasse. Et si vous demandez au médecin, vous dites à un médecin, ce patient-là à qui t'a donné un placebo a répondu, il va dire, oui, mais je pense qu'il n'y avait rien. Alors finalement, ça a été déjà fait, c'est un questionnaire qui est déjà passé. Alors, on croit beaucoup que le placebo fonctionne pour l'autre. Pas moi. Moi, je répondrai pas, mais les autres, c'est incroyable, par exemple. C'est très, très efficace. Alors, ça, c'est un peu dommage. Et c'est pour ça que je suis assez d'accord avec la dame qui est passée avant, qui disait, on peut, et puis Sylvie le disait aussi, puis je pense que l'exemple que tu viens de donner est très éloquent, c'est on peut aider en disant, ben oui, absolument, ça va être très bon pour vous, je suis convaincu, pour toutes sortes de raisons. Et moi, je suis pas médecin, mais je reçois, parce que j'ai travaillé sur la douleur depuis longtemps, je reçois beaucoup d'appels de patients à mon bureau. Et les gens me disent, est-ce que vous pensez que c'est bon que je porte mon bracelet de cuivre pour mon arthrite? Et je leur demande toujours, est-ce que ça vous fait du bien? Oui, ben absolument que c'est bon pour vous. Continuez. Alors finalement, c'est un peu ça, maintenant, est-ce que je devrais aller voir, puis je devrais consulter? Oui, et vous devriez aller consulter, mais je pense qu'il faut pas bloquer l'efficacité quand elle est là. Vous vouliez réagir, Sylvie? Vous voulez plus réagir? Est-ce que c'est un effet nocebo? Nocebo. En douleur chronique, les patients, j'ai une clinique d'enfants et adolescents avec douleur chronique, ils viennent te voir, mais ils n'ont vu 8 autres médecins, puis les 8 autres médecins n'ont rien fait de bon. T'as affaire à avoir un méchant bon pouvoir de persuasion pour dire hey, les 8 autres n'ont pas été bons, qu'est-ce que c'est faire? Toi, tu serais bonne? On va prendre une autre question. Monsieur. Bonjour. Merci pour votre débat, c'est vraiment très intéressant. Je voudrais rebondir sur l'équilibre entre la vérité et l'efficacité. Vous avez très bien dit que le conditionnement et puis l'attente, c'est vraiment au cœur de tout le système. Puis mettons que vous êtes des décideurs de la santé au Canada, puis ce soir, donc, après le débat, on dit que oui, le placebo, c'est bien, il faut traiter comme ça, et puis 50% des gens, hop, placebo. Demain, c'est dans la presse. Lundi, tous les médecins, les hôpitaux, parce que c'est efficace, traitent comme ça. Est-ce que dans 2 semaines, on n'a pas, comme toutes les thérapies, que ce soit des placebos ou des vrais médicaments, qui ont une chute monstrueuse d'efficacité? Prenez le micro pour répondre. Je suis assez convaincu que si on dit à tout le monde, parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que il y a un conditionnement. Il y a un chercheur, et je pense que le collègue le fait aussi dans son labo, mais il y a un chercheur qui s'appelle Kapchuk, qui est à Harvard, et ce bonhomme, je l'ai vu en conférence, c'est vraiment intéressant. Il nous racontait que c'est la première fois qu'il l'a fait. Il a dit à un groupe de patients, écoutez, ceci est un placebo. Vous voyez là, les pilules, là, vous entendez, c'est un placebo. Est-ce que vous savez ce que c'est un placebo? C'est une pilule inerte. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien là, c'est du sucre, là, il n'y a pas de traitement. La personne dit, oui, je ne sais pas pourquoi vous me dites tout ça. C'est parce que je vais vous demander de les prendre. Je vais vous demander de les prendre 2 fois par jour, 2 comprimés, pas 1, 2 comprimés, matin, soir, pour votre problème de santé. La personne dit, mais vous vous foutez de ma gueule? Non. Il y a des études qui semblent dire que ça fonctionne, je veux juste voir. Et devinez ce qui est arrivé? Il y a beaucoup de ces gens-là qui ont été beaucoup mieux après. Donc, comment on l'explique après? Il y a une multitude de possibilités. Il y a le conditionnement. J'ai pris une pilule, j'ai mis dans ma bouche, j'avais un verre d'eau, j'avais déjà fait ça avant, mon cerveau a enregistré le geste. Il y a le fait qu'on m'a dit, oui, ça peut être efficace malgré tout. Alors, donc, votre exemple est très intéressant parce que là, il est présenté dans la presse, il serait présenté de façon négative. Vous savez, vos médecins vont maintenant vous prescrire des placebos. Là, à mon avis, ça aurait un effet négatif. Ça pourrait faire réduire, comme vous dites, l'efficacité des vrais traitements et du traitement placebo. C'est l'impression que j'ai, en tout cas. Ou, à l'inverse, vos médecins ils vous ont bourré de pilules qui servent à rien. Ce qui n'est pas beaucoup mieux non plus. Samuel, vous voulez réagir? Oui, très vite fait. C'est une très bonne question. Je ne pense pas avoir la compétence de répondre à cette question, mais pour revenir vite fait aux études de Kapchuk dont parlait Serge, où effectivement on dit aux patients qu'on leur donne un placebo et l'effet marche bien. Donc les premières études, on leur disait après, et effectivement, on a pensé que c'était les mécanismes de conditionnement qui marchaient encore. Alors après, il semble avoir des études sur la dépression, sur le Irritable Bowel Syndrome, sur le TDAH, où on dit aux patients d'abord qu'on leur donne des placebos et que ça marche. Mais moi, ayant un petit peu expérimenté avec ce modèle, j'ai quelques doutes quant à la compréhension vraiment du patient ou du sujet sur ce que serait le placebo. Nous, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on dit aux enfants
que la machine est une suggestion, on ne pense pas vraiment que les enfants le comprennent. Mais ce qui est un peu plus intéressant, presque peut-être inquiétant, c'est que les parents eux-mêmes, et la plupart des parents dans nos études sont des gens très éduqués, qui posent beaucoup de questions, les parents eux-mêmes semblent oublier que la machine est un placebo. Donc c'est arrivé plusieurs fois qu'à la deuxième ou troisième question, un parent intelligent qui avait compris la nature de la procédure va nous demander « Alors, est-ce que vous avez vu ce qu'il y avait dans son cerveau ?» après qu'on ait mis l'enfant dans la machine IRM. Donc il semblerait encore que l'efficacité du placebo, même quand il serait soi-disant ouvert, il serait plutôt attribuable au contexte. Donc nous, ce qu'on remarque, mais là c'est vraiment une hypothèse, parce qu'on se pose la question, pourquoi est-ce que les parents intelligents semblent oublier que la machine est un placebo? C'est parce que l'écologie d'indices, de costumes et de rituels est tellement impeccable que ça demande un effort intellectuel énorme à s'en souvenir. Et peut-être qu'on revertit facilement un automatisme. Donc non, maintenant pour en revenir à la question posée dans l'audience, je pense que si vraiment tout le monde savait vraiment qu'on a 50% de chance d'avoir un placebo quand on va chez le médecin, ça pourrait effectivement réduire les attentes et réduire l'efficacité. Juste pour préciser, parce que les gens n'ont peut-être pas vu l'expérience de Samuel, c'est qu'il y avait toute une mise en scène. Hein. Vraiment, vous les faisiez circuler dans les couloirs, les gens étaient avec des blouses blanches, tout ce qui nous fait référence au monde médical était là, et les parents se faisaient finalement berner même par ça. Donc, je vais laisser Sylvie réagir. Juste un commentaire. Il y a une phrase que je répète presque tous les jours, c'est « One size doesn't fit all ». Hein, tu sais, c'est en chinois. Mais tu sais, là, une grandeur unique, là, s'il y a quelque chose dont je suis certaine, c'est que c'est pas vrai qu'il existe une solution unique pour tous. Ah oui. On l'a dit, Pierre l'a dit, Serge l'a dit, c'est pas une panacée l'effet placebo. Et de penser que parce qu'on met ça across the board, qu'on met ça, voilà, ça fonctionnerait, je pense que c'est de réduire l'humain à un pion. Chaque humain est différent, chaque humain est unique, chaque relation, chaque dyade soignant-soigné, on n'a pas parlé des médecines alternatives, mais chaque dyade soignant-soigné est unique. Et de penser qu'une solution ferait en sorte qu'on réussirait 50%, c'est de réduire l'humain à moins que ce qu'il est. On va revenir aux médecines alternatives, parce que je pense que c'est un point important, mais madame, votre question. Oui, avant de poser ma question, juste une petite remarque. En France, on soigne les vaches avec de l'homéopathie, puis il paraît que ça marche. Alors, je ne sais pas si c'est une question de relation entre le fermier et la vache, mais en tout cas, il paraît que ça marche. Ma question, c'est, parce que vous avez parlé de vérité, vous avez parlé de transfert, vous avez parlé de maladie mentale, etc. Je voulais savoir un petit peu où vous vous situez concernant la psychanalyse. En fait, moi, je pourrais pas me positionner parce que je me sentirais pas compétent de me positionner par rapport à la psychanalyse. Samuel, vous êtes quand même anthropologue, mais vous êtes en psychiatrie, Miguel, alors finalement... Oui, mais enfin, c'est important de souligner que je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas psychanalyste, je suis anthropologue, j'étudie l'évolution de la cognition. Après, mon opinion personnelle, c'est qu'il y a certaines métaphores de base dans la psychanalyse qui nous parlent de ressources inconscientes ou de processus cognitifs inconscients qui sont pas forcément fausses, mais moi-même, je ne me revendique pas de la psychanalyse. Je pense que je peux pas en parler plus. Moi, la seule chose que je peux vous ajouter, c'est une opinion personnelle. Hein? C'est Serge Marchand, on pourrait prendre une bière ensemble, puis je vous donnerai mon avis. Là, ça vaut la même chose. Là. C'est que j'ai fait un peu de psycho. Là, ma formation de base était en psychoéducation. Et la psychanalyse, et je la connais très peu, hein, mais le peu que j'ai vu dans les cours, ça me donnait beaucoup l'impression que malheureusement, il y avait beaucoup de théories auto-validantes dans la psychanalyse. C'est-à-dire, si le patient répond bien, on dit que c'est la psychanalyse qui a bien fonctionné après 8 ans, 10 ans de traitement. Et s'il répond pas bien, ben il fait de la négation ou bien... Alors, vous voyez ce que je veux dire, c'est que je trouvais que c'était difficile de mesurer de façon très scientifique l'efficacité de cette approche-là. Maintenant, il y a peut-être des gens qui vont vous dire, moi, ça a été fantastique pour moi, je suis sorti de là et puis tout était merveilleux. Mais alors, c'est très difficile de répondre. C'est une question qui est un peu complexe parce que moi, je suis pas un spécialiste du domaine du tout. D'accord. Merci. Merci, madame.
Est-ce qu'on a une autre question? Oui. Donc, ma question, c'est, vous êtes des experts. Pensez-vous que l'effet placebo fonctionnerait sur vous ou vous en savez déjà trop, donc ça ne marcherait pas pour vous? Est-ce que je peux parler de l'hypnose? J'en fais, donc j'ai suivi le cours et tout ça. Et je me souviens qu'un matin, après le cours, il disait, tu sais, hier, l'histoire de tes doigts, ta main faisait mal, hein? J'ai dit, moi, je l'ai pas bien senti, ça. Hier, non, ça a pas pogné sur moi. Puis, fais juste déposer ta main. Il dit, mais c'est pas ce doigt-là qui faisait mal hier. Je me suis mis à avoir mal au doigt, mais mal au doigt. Je dis, ben voyons donc, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, oublie tout ça. Et je n'avais plus mal. L'effet placebo, autre toute petite histoire. Entre ma première et ma deuxième année de médecine, je suis née à La Sarre, en Abitibi. J'ai décidé d'aller faire un stage à la salle d'urgence à La Sarre. J'avais, sur mes 2 mains, 25 verrues. Pas fameux, ça, pour un professionnel de la santé. Une des infirmières m'apprend que le chirurgien du village mettait du méthotrexate, qui est un agent chimiothérapeutique. Il mettait ça sous les verrues et ça les faisait fondre. Parfait. Fait que le chirurgien me dit ça. Je vais voir l'infirmière. L'infirmière a dit, oui, il m'a fait ça. Le problème, c'est que ça fait mal. Écoute, t'es pour une semaine à avoir mal. Mais c'est vrai que j'en ai plus. J'ai dit, OK, moi, y penser. Complètement oublié l'histoire. Une semaine après, je suis à la cafétéria et je me regarde les mains. Et j'en avais plus. Elle m'a juste dit que ça faisait bien mal. Moi, j'ajouterais juste que je pense pas qu'on peut prétendre avoir une appréciation nous-mêmes. Mais là, tout un exemple très concret. Moi, je pourrais pas vous dire si je réponds bien au placebo ou pas. Je sais que je réponds assez bien aux suggestions en général. Donc, quand on joue ensemble, je peux bien jouer puis avoir des effets bénéfiques. Mais surtout, en fait, le fondement de la question, c'est est-ce que, présumément, la connaissance que nous avons nous empêche de bénéficier de l'effet placebo? Je penserais que non. Ou du moins j'espère que non, dans la mesure où la compréhension du placebo enrichit notre compréhension, notre croyance ou notre système de croyance, de représentation du symptôme, des effets bénéfiques, des mécanismes endogènes de notre cerveau qui permettent de réguler nos symptômes. Et cette richesse-là, peut-être, nous donne un levier de plus pour un effet bénéfique. De plus, peut-être pas. En tout cas, je pense pas que ça nuit à l'effet placebo. Très rapidement, moi, je suis convaincu que ça m'aide à mieux répondre. Parce que, pour moi, l'effet placebo, c'est de l'efficience personnelle. Donc, c'est-à-dire ma capacité à démarrer moi-même, si vous voulez, un effet. Alors, finalement, le fait d'avoir cette efficience, pas la déficience, l'efficience, je ne sais pas si vous avez bien... Donc, la capacité de générer... Alors, je me dis, waouh, si ça marche si bien quand je le vois chez les autres, je me dis, si je me dis que ça va aller mieux, ça devrait fonctionner. Moi, j'ai l'impression que ça m'aide à ce que ça fonctionne mieux. Alors oui, je devais être un bon répondeur placebo. Je suis convaincue. Annie, vous avez quelque chose à ajouter? J'irais aussi en disant que oui, moi, je veux bien que ça marche sur moi aussi. Si ça marche sur les autres, j'en veux moi aussi. Samuel, sur vous? Écoutez, moi, j'ai commencé il y a 1 an et demi à traiter mon fils qui souffre de migraine chronique avec des placebos. Et d'ailleurs, au Canada, je ne sais pas si vous le savez, vous pouvez aller à Jean Coutu ou à Pharmaprix et acheter des pilules placebo. Donc, des petites pilules blanches. Donc, quand j'ai vu que ça marchait assez bien avec mon fils, un jour, moi, j'avais mal à la tête et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je pourrais essayer de prendre une petite pilule? Parce que je sais que l'ibuprofène marche très vite avec moi. Et d'ailleurs, quand je prends une capsule d'ibuprofène, je suis tellement propice à la suggestion que généralement, mon mal de tête part en moins de 3 minutes. Et je sais que j'ai pas eu le temps de digérer la pilule. Donc, j'ai essayé de prendre des placebos de mon fils. Évidemment, ça n'a pas marché. Alors après, j'essaye un autre jour et je me dis, de toute façon, j'ai même pas besoin de prendre cette petite pilule. Je sais que c'est juste un rituel qui est dénué de sens. Donc pourquoi est-ce que je peux pas simplement enlever mon mal de tête? Eh bien, j'ai pas réussi. Je vous invite à essayer, à aller acheter des pilules placebo à Jean Coutu ou alors prenez des Tic-Tac et la prochaine fois que vous avez mal à la tête, essayez de prendre une pilule et dites-moi si ça marche. Donc, c'est aussi de là que vient mon doute. Quant au modèle open label où on dit on vous donne un placebo, vous savez que c'est un placebo et ça va marcher. J'aimerais que ça marche, mais je suis pas convaincu que ce soit si facile. Alors je peux vous donner une dernière anecdote de ce qui marche pour moi parce que je suis réceptif à la suggestion. Je suis moi aussi formé en hypnose clinique, donc j'ai par exemple
j'ai enregistré des petites suggestions, des petites inductions assez rapides de ma propre voix que j'écoute moi-même, donc, et j'arrive souvent assez bien à m'enlever les mal de tête comme ça. Simplement, c'est encore un raccourci, c'est une tricherie en auto-hypnose. Je devrais peut-être être capable. Et généralement, j'arrive à faire ça aussi en associant hypnotiquement certains sons avec certaines sensations. Donc, une fois que j'ai écouté mes cassettes d'auto-hypnose que j'ai enregistrées moi-même, et il y en a une où j'utilise un gong comme induction, j'en ai une plus rapidement où juste le son du gong, j'espère, va m'aider à enlever mon mal de tête ou ma tension dans le pouls. Ça marche des fois, mais pas tout le temps. Voilà ce que je peux dire. Monsieur. Bonsoir. Un instant. Comme ça. Oui, il est vrai que l'effet placebo, ça fonctionne. Comme monsieur a fait remarquer, le monsieur au centre qui porte un veston, que le patient sache ou ne sache pas qu'il a affaire à un placebo, ça fonctionne. J'aimerais seulement mentionner que l'industrie pharmaceutique, par exemple au Canada, avant qu'un médicament soit approuvé sur le marché, doit subir des tests cliniques chez l'humain, phase 1, 2, 3. Donc, on compare toujours dans les études cliniques un nouveau médicament avant qu'il subisse l'approbation pour le marché. On fait des tests avec un placebo. Il faut obligatoirement que le médicament donne des effets supérieurs à l'effet placebo. J'en viens à ma question, et ça s'adresse principalement à M. Veston et à Madame. Je pense que vous êtes éducatrice ou psychologue. De plus en plus, l'industrie pharmaceutique envisage les possibilités de produire des médicaments, en fait, placebo, qui n'ont rien dedans. Ma question est, à quel prix? Qui devrait payer? Les gouvernements, le patient, les familles? 1 et 2, combien ça coûte, madame, une thérapie chez vous? Et qui devrait donner les thérapies placebo? Est-ce qu'on devrait penser à des professionnels de la santé ou des amis de la famille, etc.? Voilà. Écoutez, moi, je vais vous dire, je suis tout à fait conscient, puis vous avez parfaitement raison, que les compagnies pharma, quand ils développent des médicaments, ils comparent avec le placebo. Ça, c'est un domaine dont on pourrait parler pendant 2 heures parce que les compagnies se sont aperçues ces dernières années que l'effet placebo de la pilule de sucre n'arrête pas d'augmenter. Ça augmente constamment, là. Depuis les 20 dernières années, l'effet en finit plus d'augmenter. Pourquoi? Il y a plusieurs théories, là, puis je n'irai pas dans le détail. Donc, oui, le médicament, généralement, doit dépasser le placebo. Maintenant, de fabriquer un placebo, de donner un traitement dans lequel il n'y a pas de traitement actif, de produire ça et de le vendre, ça, je ne suis pas au courant. En tout cas, s'il y a des gens qui le font, ça existe pour faire les études, mais de faire ça pour les vendre, je ne comprendrais pas trop. Et comme je disais au début, moi, à mon avis, c'est inutile de donner, c'est mon avis à moi, là, mais c'est inutile de donner la pilule de sucre au patient, parce que vous pouvez lui donner le vrai traitement et ajouter l'effet des attentes déçues, l'effet placebo. Alors, mon opinion à moi, c'est que ça ne sert à rien de vous faire payer pour acheter une pilule de sucre. On a juste à vous vendre la vraie pilule dans laquelle on pense qu'il y a un effet réel, dans laquelle on est convaincu qu'il y en a un, puis on pense qu'il y a des molécules qui vont vous aider, et il va s'ajouter à ça l'effet des attentes. Alors, je ne verrais pas pourquoi, moi, on vendrait aux gens des pilules de sucre à gros prix ou des pilules qui sont inefficaces. Je rajouterais, par contre, où là, j'achète l'idée, c'est que l'obligation des compagnies pharmaceutiques à utiliser l'effet placebo fait que ça coûte, c'est faramineux. Écoutez, j'avais une nouvelle molécule sur la douleur, c'est 6 000 $ par patient. Je suis allée le voir 4 fois pour y faire 4 prises de sang, c'était 6 000 $ parce qu'il y avait tellement de flafla, d'administratif et de légal autour de la chose. Donc, c'est pas la pilule, mais ce que ça coûte aux compagnies pharmaceutiques pour utiliser le placebo. La deuxième truc, c'était, je suis pas du tout psychothérapeute en passant, je suis pédiatre, mais ce qui est prouvé, c'est que peu importe la psychothérapie que vous faites, que vous fassiez du psychodynamique, que vous fassiez de l'humanisme, que vous fassiez du CBT, là, merci, ça. Je suis plus capable de parler. Que vous fassiez ça, ce qui compte, c'est l'attachement à votre thérapeute et non pas la thérapie que vous utilisez. Troisième réponse à cela,
Je partage, Serge et moi, une étudiante ostéopathe à la maîtrise qui a étudié l'effet du toucher chez les femmes fibromyalgiques. Ce qu'elle a prouvé, c'est que ça diminue la douleur, peu importe ce qu'elle fait. Elle a essayé de comparer un vrai traitement ostéopathique, elle est ostéopathe depuis 15 ans, à un traitement placebo. Elle dit, je massais. Mais le patient, il ne sait pas qu'elle masse, qu'elle fait un traitement placebo. Et comment est-ce que tu le sais? Le patient ne sait pas. Elle le sait, mais oui, voilà. Tout le monde a été mieux. Là, j'essaie de réguler à quoi répondre, quel commentaire ajouter. Il y a beaucoup de choses à dire. En fait, une des questions qui est très préoccupante, c'est l'idée de sanctionner la pratique de l'intervention placebo. Je pense que ce serait tout à fait inapproprié. L'exemple que Sylvie donne avec la psychothérapie, je suis en très fermement en désaccord avec cette idée-là, parce que les psychothérapies ont été évaluées de façon très formelle. Par exemple, pour les troubles anxieux, il y a des approches en thérapie cognitive comportementale qui sont très bien documentées quant à leur efficacité par rapport à différents types d'interventions contrôle. Le défi pour ce type d'intervention-là, le placebo ou d'autres interventions, en fait, là, on est pris avec le placebo, tu sais, qui a cette espèce qui donne une impression d'inefficacité. Mais non, on sait que ça a une efficacité, donc il faut... La question qui est fondamentale dans l'évaluation de l'efficacité d'intervention comportementale, c'est quel est le contrôle approprié. Le contrôle placebo dans le pharmaceutique est facile. Hein? On a hérité de cette notion-là d'un contrôle placebo parce que, bien évidemment, dans le pharmaceutique, on n'a qu'à remplacer la molécule dans le comprimé par une molécule inactive, puis on peut tester immédiatement l'effet du rituel thérapeutique, hein, la prise du médicament et tout ça, sans avoir l'argent actif. Dans une intervention comportementale, quel est le contrôle approprié? Il n'y a pas de contrôle placebo. Parce que dans une intervention comportementale, on va vouloir contrôler certains aspects que l'on sait contribuer à l'efficacité thérapeutique, comme la relation thérapeutique. Donc, c'est extrêmement difficile. Puis la solution à ça, c'est de découper différents aspects et de voir la contribution des différents aspects de l'intervention aux bénéfices thérapeutiques. Puis donc, je reviens à l'exemple de la thérapie cognitive comportementale. Dans le contexte des troubles anxieux, on sait qu'il y a des protocoles très standardisés sur des interventions que l'on sait efficaces dans un contexte thérapeutique avec évidemment un thérapeute en qui on a confiance, où il y a une bonne alliance thérapeutique, où il y a un engagement du patient. Dans ces contextes-là, on sait que le protocole très détaillé d'intervention va avoir une bonne efficacité par rapport à un autre protocole qui utiliserait d'autres stratégies psychologiques. Samuel, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Oui, de manière un peu tangentielle et générale, j'aimerais toucher sur la question « Doit-on légaliser le placebo ?» Et l'excellente question « Qui peut employer les placebos ?» C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vendre des placebos à tout le monde pour que tout le monde traite n'importe quoi? Je pense bien sûr que non. Donc j'aimerais revenir à quelque chose qu'a dit Sylvie tantôt. Il n'y a pas de one size fits all, déjà. Donc les personnes sont différentes, les pathologies elles-mêmes sont différentes. Et j'aimerais revenir à quelque chose que Serge a dit tantôt aussi, c'est que du peu qu'on comprend les effets placebo, ils marchent mieux pour certaines conditions et pas pour d'autres. Par exemple, ce serait une grave faute éthique de dire « Ah, on peut traiter le cancer ou une crise d'appendicite avec des placebos. » Et on n'a pas besoin d'une intervention médicale normale. Donc je pense que c'est vraiment important de continuer à avoir une conversation qui essaye tentativement de déligner les conditions et les familles de conditions qui répondent bien au placebo et celles qui ne répondent pas bien. Après, il y a aussi quelque chose que Serge a souligné plusieurs fois aujourd'hui, c'est que toute intervention médicale normale a une composante de placebo elle-même. Donc je pense que maintenant qu'on comprend ça, si on veut peut-être souligner quelques guidelines générales pour la légalisation des placebos, je pense que on pourrait identifier donc certaines conditions, on dirait là effectivement par exemple une maladie chronique où rien ne marche. Là peut-être on pourrait traiter avec des placebos. Ou alors l'exemple du rhinovirus est pas mal aussi. Je pense quand un médecin, un patient qui a une maladie virale et que les médicaments ne vont pas aider, les antibiotiques seraient contre-indiqués. Dans un moment comme ça, on pourrait dire là peut-être on donnerait un placebo.
Et puis après, ce serait intéressant d'avoir une conversation plus générale, même dans l'éducation des médecins. Moi, je vois le peu d'étudiants de médecine que j'encadre pour leur enseigner un petit peu l'hypnose, par exemple, ils n'ont pas du tout été introduits à la science de l'hypnose ou aux suggestions. Même ils ont rarement dans leur éducation médicale des conversations pour pouvoir apprécier la dimension de suggestion dans toute intervention médicale. Donc, je pense que cette dimension-là, elle est importante et il faudrait justement peut-être avoir certaines guidelines en place pour aider les médecins à dire, voilà comme tu peux apporter un effet placebo supérieur en utilisant la suggestion. Merci beaucoup. Monsieur. J'aimerais savoir à quel niveau est-ce que les doutes ou les pensées négatives d'un genre peuvent introduire un effet nocebo sur un traitement qu'on sait marche bien d'habitude, mais cette personne ne vraiment croit pas, elle a beaucoup de doutes, tout ça. Je vais commencer parce que j'ai juste une petite étude à vous décrire, puis je passe la parole ensuite. Il y a une étude sur l'effet des suggestions, justement, vous vous rappelez, je vous racontais les chocs électriques sur les jambes, puis les mesures de réflexe, puis tout ça. Puis dans cette étude-là, ils ont vu qu'il y a certaines personnes qui ont un effet même anti-suggestion, donc on leur suggère de l'analgésie, mais en fait, ils répondent avec plus de douleur. Dans cette étude-là, ils ont été assez fins de donner des stimulations aux deux jambes puis aux deux mains, alternativement, ça passait d'un à l'autre, mais ils ont fait des suggestions d'analgésie seulement à un endroit. Or, les patients qui rapportaient plus de douleur, on leur disait ça va faire moins mal ici, puis ils disaient non, c'est beaucoup plus de douleur ici qu'ailleurs. Mais en fait, ils avaient un effet analgésique aux autres sites. Donc, cette espèce de réaction-là peut avoir un effet néfaste à un endroit, mais c'est en fait une réaction nocebo. Mais en fait, quand on prend la peine d'évaluer l'ensemble de la réponse, on voit qu'il y a peut-être un bénéfice. Donc, en fait, la réponse, puis dans un contexte d'hypnoanalgésie, avec l'hypnose, souvent les thérapeutes qui sont très habiles vont trouver le bon chemin pour arriver à faire une suggestion qui va être bien assimilée, qui va produire des effets bénéfiques, parfois en allant même dans le sens contraire. Hein. Ça vous rend anxieux, ce traitement dentaire? Ah ben, si vous voulez, je peux vous en donner une dose de plus d'anxiété. Hein. Ça peut être pire pour des gens. Donc, aller à l'opposé de l'effet qu'on cherche à obtenir peut avoir un effet bénéfique. Par ailleurs, il y a des effets nocebo, puis là, je pense. Ben justement, est-ce qu'on ne dit pas aussi qu'il y a des effets de dépendance avec les placebos? Est-ce qu'on peut être dépendant? Avant d'aller à la dépendance, je parlerais, le nocebo, c'est très important parce que on le vit tous les jours aussi. Et vous venez de le dire, vous recevez un traitement et le médecin, comme disait Sylvie, vous dit, d'ailleurs, en passant, vous pourriez avoir des nausées, des tremblements, peut-être une diarrhée. Ben, le patient va venir vous voir après, il va vous dire, j'ai eu la nausée, la diarrhée, des tremblements, là, à cause de votre médicament. Tandis que si on donne l'information en disant, vous savez, il est très rare, il arrive des choses, mais vous savez, est-ce que vous voulez que je vous les donne? Non. Moi, je veux savoir ce qui se passe. Bon, ben parfait, vous avez l'information ici. On a moins de choses. Je vais vous donner deux anecdotes qui me sont arrivées personnellement en faisant des expériences. Je suis un jeune étudiant, il y a 100 ans encore, donc très, très jeune, et puis je suis au début de ma maîtrise, et j'installe des fils partout après les patients, parce que j'enregistre des réflexes nociceptifs, toutes sortes de choses. Le cerveau, donc j'ai des fils partout. C'est avec des vieux appareils, vous savez, on les branchait, on les débranchait et tout ça. Et j'ai un des sujets, c'est des sujets sains, et je donne un choc électrique et ça doit faire mal. Donc, c'est un peu triste, hein, mais je monte le courant et je leur dis, dites-moi combien ça fait mal. Et tout ça, puis je vois, mais je me dis, c'est un vrai dur parce que je trouve que j'ai monté très haut. Et tout à coup, il me dit, arrêtez, c'est vraiment désagréable, c'est une drôle de sensation. Alors, je diminue le courant, je lui dis, est-ce que ça va? Il me dit, oui, oh là, c'était très... Et je réalise que les fils n'étaient pas branchés. Alors, moi, je suis, et à cette époque-là, là, je sais plus quoi faire parce que je me dis, oh my God, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis tombé sur un weirdo, là, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, finalement, ce que je fais, c'est que je rebranche et je lui dis, c'est possible que ce soit différent. On va essayer des paramètres différents. Il me dit, ah oui, c'est très différent, mais ça fait mal. Alors, il était convaincu, et moi, j'étais convaincu aussi, hein, je jouais avec l'appareil en étant 100% convaincu. Dans un autre cas, ça, c'est pas une étude de moi. Ça fait pas si longtemps, ils ont donné des doses de morphine. La morphine, c'est connu que c'est un analgésique, hein, vous le savez. Et ils ont pris 3 conditions. Dans une condition, ils ont dit aux gens, on va vous donner la morphine à un moment donné. On vous dit pas quand. Hein, d'accord? Donc, vous avez une ligne avec un salin, puis tout à coup, à un moment donné, ils donnent la morphine et ils mesurent la douleur expérimentale, tout le temps, et ils voient une diminution de la douleur. Donc, c'est l'effet réel, si vous voulez, de la morphine sans attendre parce que vous ne savez pas quand ça arrive. Dans l'autre cas, ils donnent la même dose, mais ils disent aux patients, on vous donne maintenant la morphine.
ça diminue de 2 fois plus. La douleur diminue 2 fois plus. Mais dans la troisième condition, c'est vraiment intéressant. On leur dit, maintenant, on va vous donner un médicament qui va augmenter votre douleur. C'est toujours la même dose de morphine. Devinez quoi? Ça ne bloque plus du tout la douleur fait avec la la sensation de brûlure. Donc, oui, les effets nocebo jouent un rôle dramatique. Dernier exemple, je le trouve fascinant. Vous prenez quelqu'un ici, n'importe qui dans la salle, vous le débarquez dans un pays qui est en guerre, vous le laissez là, les gens se tirent, il est en danger de mort, vous le ramenez ici. Est-ce que c'est possible qu'il y ait des effets à long terme, qu'il soit très malade, qu'il aille mal? Ça, on n'a pas de difficulté à croire à ça. Ben, c'est un peu un effet nocebo, si vous voulez. Il n'a jamais été touché par une balle, il n'y a jamais personne qui lui a fait de mal, mais il était dans un contexte où c'était terrible, si vous voulez. Est-ce que quelqu'un, Samuel ou Sylvie ou Ali? Pas pour l'instant, merci. Grande fille de 15 ans, admise à l'hôpital pour un mal de ventre. Je l'examine. Comme je fais quand même pas mal de musculo-squelettique, j'arrive dans son dos, je dis « Oh, ton mal de ventre, je pense qu'il vient de ton dos, il y a un spasme dans ton dos. » Le lendemain, par hasard, elle me dit « Je n'ai plus mal au ventre, mais j'ai vraiment mal au dos, par exemple. » D'accord. Et j'ai d'ailleurs aussi très, très mal à ma jambe. Ah, OK, d'accord. 4 mois plus tard, elle a encore mal au dos et à la jambe. Elle n'a rien dans le dos. Mais parce que je l'ai examinée, puis je trouvais que oui, c'était peut-être un peu tendu, mais ça fait 4 mois, puis elle a mal encore à la jambe. Non, mais elle a eu un IRM, elle a eu un électromyogramme, elle a eu de la médication. Je l'ai fait voir à 3 de mes collègues. Parce qu'une fois, j'y ai dit, je pense que tu as de quoi dans le dos. 4 mois plus tard, tous mes collègues me disent, elle n'a rien. L'IRM est normal, l'EMG est normal, elle a encore mal. Oui, ça existe, l'effet nocebo. Ben justement, vous abordez un point, c'est la persistance. Donc, ça peut persister, un effet placebo ou nocebo. Ça peut durer longtemps. Madame, votre question. Oui. Donc, je suis médecin de famille et je trouve ce débat très fascinant. En fait, il y a une phrase que vous avez dit tout à l'heure qui m'est restée beaucoup en tête. Et j'aimerais vous entendre là-dessus. Vous avez dit, je veux la magie, mais je veux la vérité aussi en même temps. Et je trouve ça très difficile de dealer avec cet équilibre qui est fragile entre les deux. Puis aussi, donc, la médecine a migré, on avait le modèle très, très paternaliste, hein, qui était basé aussi beaucoup sur une relation magique un peu. Donc, on avait le mystère du médecin qui explique jamais rien, faites confiance, ça va bien aller, le sarreau, tout était dans cette relation-là. Puis maintenant, on parle beaucoup de partenariat, qui est beaucoup plus dans la vérité, dans le partage de responsabilités, dans une relation ouverte et vraie. Et donc, je trouve ça pas évident, cet équilibre à trouver. Comme médecin, comme jeune médecin qui commence aussi, où des fois, je peux effectivement axer, je peux dire, quand je prescris une pilule, c'est vraiment, vraiment une bonne pilule pour vous. Là, je prends ma voix grave, je prends mon temps, je pèse mes mots. Tu sais, il y a un jeu, là, tu sais, on est dans le théâtre un peu, où je peux ne pas le faire. Je peux dire ça, je pense que c'est la bonne pilule pour vous, compte tenu de votre problème X. Je ne sais pas c'est quoi la bonne réponse. J'aurais aimé vous entendre sur cet équilibre à trouver entre la magie et la vérité. Samuel, je vois réagir et après vous, Pierre. Oui, je pense qu'il faut vraiment, merci, c'est une excellente question, qu'on s'interroge sur cette notion de vérité. Et souvent, on a une confusion entre une vérité scientifique ou ontologique, c'est-à-dire il y a des faits dans le monde qu'on peut décrire, et puis un modèle moral qu'on désire comme étant une peut-être vérité éthique. Et donc, moi, c'est ça qui m'inquiète un peu. Donc, quand on parle de ce nouveau contexte médical qui ne serait plus paternaliste, où on enlève la magie, où on enlève le paternalisme, où on enlève le mensonge, je suis pas sûr qu'on fasse une bonne chose. Donc, enfin bref, pour en revenir je pense que peut-être le paternalisme, on pourrait le décrire autrement, on pourrait le décrire comme un maternalisme encore, on pourrait le décrire comme un mécanisme de choses qui soient rassurantes, mais encore, j'aimerais qu'on s'interroge vraiment sur qu'est-ce qu'on veut dire par vérité. Par exemple, est-ce qu'on a une obligation morale de dire tout le temps ce qui nous passe par la tête? Donc, est-ce que là, par exemple, je ne peux pas vous dire que j'ai une démangeaison dans le pied, ou alors que je suis un petit peu nerveux, ou alors, est-ce que vous devez dire à votre patron le matin que vous êtes de mauvaise humeur ou qu'il a mauvaise haleine? Non, je pense pas. Parfois, justement, moralement, il y a des choses qu'on ne doit pas dire, il y a des choses qu'on doit dire. Donc peut-être qu'on doit reconnaître, qu'on l'appelle une magie ou pas, on doit reconnaître ce contexte du rôle éthique
du médecin ou alors du guérisseur, qui est justement d'aider la personne à se rassurer et à ne pas tout dire tout. Voilà comment je pourrais répondre. Annie, plutôt, oui. Oui, alors toute vérité n'est pas nécessairement bonne à dire. Effectivement, j'ai le pied gauche qui chauffe un peu. Oui, c'est ça. Hein? Donc, en fait, c'est toute vérité. On peut tout dire, mais tout n'est pas important à dire, puis tout ne doit pas être dit tout en même temps. Donc, on peut choisir à quel moment on donne l'information ou de quelle façon on le fait. Je pense qu'il est possible d'avoir les deux, d'avoir la vérité et d'avoir la magie. Et oui, l'équilibre est difficile et l'équilibre n'a pas besoin d'être parfait. Et il peut tendre vers cet équilibre-là. Ça n'a pas besoin d'être un équilibre qui est parfait en tout temps. Comme patiente, je suis partenaire de mes soins, partenaire des soins de ma fille. Donc, je veux savoir, je veux avoir l'heure juste. Je veux aussi bénéficier de l'expertise du médecin qui va m'assurer que oui, ce médicament-là fonctionne. Et je ne veux pas le mensonge qui irait à l'opposé de ça, de m'inventer une réalité qui n'existe pas. Donc, je cherche l'expertise que je n'ai pas comme parent. J'ai l'expertise d'être soignante, j'ai l'expertise de bien connaître mon enfant, de connaître ses symptômes et tout ça. Mais je vais à la recherche j'ai besoin d'être accompagnée, de savoir qu'est-ce qui est proposé, qu'est-ce qu'on peut faire. Et dans cet échange-là, la magie est là. Plutôt qu'équilibre, j'utiliserais le mot art, A-R-T. Il y a des fois, et surtout en maladie chronique, où est-ce que tu vois le même patient 200, 300, 50 fois, peu importe. Il y a des fois où tu réalises qu'ici, là, une bonne dose de magie, là, de paternalisme, là, aujourd'hui, là, à 3h15 avec lui, là, c'est ça qu'il a besoin. Mais dans 3 mois, quand il va revenir pour un autre symptôme, non, là, ça va être du pur, regarde, ça va faire la job, puis ça va être correct, puis on va être dans la vérité, ça, c'est mieux que ça. Mais c'est tout dans l'art. Je racontais tantôt que chaque dyade est différente, mais chaque contexte de dyade est différente. La maladie n'est pas toujours la même. Tu as beau avoir une maladie de Crohn, n'est pas tout le temps pareil, ta maladie de Crohn, ou peu importe ta maladie. Et il y a des fois, et tu le sais pas, il y a quelque chose en médecine qu'il faut pas dire qui s'appelle l'intuition. Ça, il faut surtout pas le dire. Des fois, les étudiants me regardent et disent, tu sais, cette patiente-là, elle t'écoute jamais, tu vas faire quoi aujourd'hui? Je sais pas. Je rentre. Puis aujourd'hui, ça sera ça. C'est cette qui est, des fois, c'est la magie. Des fois, c'est la vérité. Et c'est un tango. C'est un tango qui se danse parfois à des rythmes plus rapides, parfois plus lents, puis parfois on se pile sur les pieds. Le réflexe de retirer ou non dépend de ce qui aura été induit. Une belle image, Pierre. Oui, en fait, moi, j'ajouterais juste la recherche de certitude. C'est plus ce qu'on cherche quand on va consulter un médecin, je pense. On cherche plus cette certitude-là, l'autorité suprême sur la santé, la maladie, puis comment y remédier à la maladie. Donc, en fait, le doute dans un contexte comme ça, de tango, où certaines fois il faut diriger, puis d'autres fois il faut se laisser diriger, puis écouter, je pense que c'est peut-être la meilleure solution, mais surtout pas vous demander d'avoir la certitude et d'afficher une certitude face à ce qui est le mieux pour le patient. Ça vous enlèvera du poids, puis ça vous permettra peut-être de laisser monter l'intuition qui est la bonne stratégie. Quelle sera la bonne stratégie à quel moment avec quel patient? Oui, bien sûr. Moi, j'ai un professeur de psychologie pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui a donné des formations, y compris à des médecins, qui m'avait appris une chose. Il y a une fenêtre qu'il faut respecter. C'est-à-dire, si vous dites au patient, « cette pilule-là, écoutez, c'est fantastique. Ça, avec ça, là, vous devriez plus avoir de symptômes du tout. Le moindre symptôme, il va venir vous voir en vous disant, vous m'avez menti, vous n'êtes pas très bonne. » Alors, finalement, si, au contraire, vous dites, écoutez, moi, j'ai vu ça, d'ailleurs, je l'ai vu, là, j'ai consulté à un moment donné pour un problème de santé, j'ai vu un cardiologue à Sherbrooke, je ne donne pas. J'ai eu 30%. Hey, wow, c'est extra, on est dans la bonne route. Donc, finalement, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette approche-là, c'est que vous mentez pas. Vous essayez d'aller chercher les faits, mais vous me faites réaliser aussi que mes attentes sont peut-être beaucoup trop élevées, donc vous m'amenez dans une fenêtre qui est réalisable. Puis là, l'effet placebo, il va vous aider là, à ce moment-là.
J'aime bien l'idée des pourcentages, justement. C'est pas noir, blanc, oui, ça marche ou pas. Ça marche un peu, peut-être, beaucoup. Samuel, un petit mot de conclusion, parce que, avant de prendre l'avion? Oui. Je dirais que peut-être, effectivement, je suis pas sûr que le mot équilibre, que la recherche de l'équilibre entre le patient et le médecin soit une bonne chose, parce qu'encore, je pense qu'il faut reconnaître que le patient et le médecin ne sont pas égaux. Et on parle ici simplement d'une hiérarchie de compétences et d'une hiérarchie d'attente. On ne parle pas d'une hiérarchie morale de qui est une meilleure personne que l'autre. Et je pense que si on réalise ces choses-là, c'est plus facile de se mettre d'accord sur le gros pouvoir, le gros potentiel qu'a le médecin ou le guérisseur à utiliser ses pouvoirs ses pouvoirs de placebo, mais en fait à implicitement inviter le malade à utiliser les ressources qu'elle a en elle-même. Voilà. C'est amusant d'ailleurs parce que vous êtes médecin, guérisseur, on est vraiment dans le rituel. Écoutez, on va conclure là-dessus. Une dernière question, monsieur, rapidement. Oui, rapidement. À différents moments, cette relation patient-médecin a été soulevée. Madame, vous avez dit, tout le monde est d'accord avec ça, un patient c'est unique. Et puis, vous avez dit un peu plus tard que le même patient est différent à chaque fois. Puis, et ça me fait penser à une chose. Est-ce qu'on, dans cette relation patient-médecin, qui est donc unique, est-ce que ne devrait pas institutionnaliser un temps minimal qu'un patient devrait passer avec son médecin chaque fois qu'il va le voir, au point où ça a l'air d'être important? Je crois connaître la réponse, mais est-ce que vous voulez répondre rapidement ou... Elle pense à une réponse. Écoutez, restez avec nous, dans 2 ans, on aura la réponse. Mais écoutez, sur ce, on va conclure. On arrive après 2 heures de débat. Monsieur Vessière, il est au Japon, à l'aéroport, et il prend l'avion, je pense, pour revenir au Québec. C'est ça, j'arrive de Sydney et je repars à Chicago. Voilà. Ah, ben c'est bien. Et après à Montréal. Finalement, vous allez rentrer chez vous un jour. Écoutez, merci beaucoup d'être venu. Je remercie beaucoup Pierre Raville, Serge Marchand, Sylvie Lafrenet, Annie Corneau et Samuel de Vessière pour leur participation. Merci d'être venus et bon retour.